Ce gamin est devenu la personne la plus puissante du royaume, commandant des armées entières à seulement 6 ans. Mais comment est-ce possible? D'abord, il est né dans une famille d'une puissance extrême, ce qui a accéléré son développement. Le vrai secret, c'est qu'il était autrefois un guerrier légendaire, cruellement trahi par son propre empire, et qu'il s'est réincarné dans ce corps avec tous les souvenirs de sa vie antérieure intacte. Il se transforme en enfant démoniaque qui massacre tout le monde sur le champ de bataille, absorbant la puissance pour devenir encore plus fort et se venger enfin de l'empire qu'il a trahi. Mais avant tout ça, comprenons qui il était vraiment avant que cette trahison n'ait lieu. Nous étions en 2045 et le monde entier était en guerre contre des monstres franchement répugnants. Alors que tout le monde se faisait écraser par ces bêtes, notre héros Han Sung les exterminait un par un sans aucune difficulté. Alors qu'il s'apprêtait à achever un monstre gigantesque, un cercle magique apparut soudain sous ses pieds, le téléportant hors du champ de bataille pour le faire atterrir dans un lieu où il fut immédiatement enchaîné. Perplexe d'être arrivé dans cet endroit étrange, il voit un vieil homme chauve s'approcher pour l'accueillir, le traitant d'héros venu d'un autre monde. Le vieil homme lui fait une offre claire. S'il tue le roi démon de ce royaume, Han Sung pourra retourner dans son propre monde. Han Sung y réfléchit, mais voyant qu'il n'a pas le choix, il accepte le marché. Le voilà donc coincé dans l'empire de ce vieux chauve. Il passe les 3 années suivantes à massacrer des monstres jusqu'au jour où il finit par retrouver et tuer le roi démon. Quand le démon est mort, il croyait enfin rentrer chez lui, mais le vieil homme revient avec une autre mission. Il veut qu'il élimine les rebelles qui menacent l'Empire, et seulement alors il gagnera véritablement sa liberté. Notre héros est hors de lui. Tu te fous de moi? Mais encore une fois, il n'a pas le choix et accepte. Et effectivement, il se retrouve à combattre le chef des rebelles. Encore une fois, il accomplit la mission en tuant le rebelle, convaincu qu'il obtiendrait enfin sa liberté. Cependant, un soldat impérial surgit derrière lui passe une corde au cou et lui enfonce une épée dans la poitrine. Agonisant sur le sol, ses derniers mots furent qu'il n'oublierait jamais cette humiliation. Des années passèrent et il se réincarna dans une nouvelle famille. En regardant ses nouveaux proches, il reconnut aussitôt son père. C'est le duc Jackson, grand nécromancien des arceaux sombres. Ce même jour, il fit un serment solennel. Une fois adulte et maître de la nécromancie, il exterminerait jusqu'au dernier des impériaux. 5 ans s'étaient écoulés depuis sa naissance, c'était déjà un jeune garçon étudiant la magie, mais il manquait d'expérience pratique et tout dégénéra. Ses parents durent donc intervenir pour l'aider à canaliser son pouvoir. Tard dans la nuit, le garçon jugea qu'il était temps d'aller dormir. Le lendemain était son anniversaire, mais il était un peu triste. Il voulait être aussi fort que son père. Assis sur son trône, sa mère s'approcha en disant qu'elle avait un cadeau pour lui. Elle lui présenta Lady Sepia, maîtresse de la magie aquatique, lui annonçant qu'elle serait désormais sa professeure. Lady Sepia l'invita à se promener pour discuter et pendant leur balade, elle lui demanda une démonstration de sa magie. Elle lui enseigna à faire tourner le mana autour de son cœur, le rassurant que la maîtrise prendrait des mois. Mais quand il traça effectivement son cercle magique, elle resta bouche bée, incapable d'y croire. Curieuse de mesurer l'étendue réelle de son pouvoir, elle lui demanda d'incanter un vrai sort. Il forma un cercle qui se transforma en un éclat de glace tranchant qu'il lança droit sur un arbre voisin, le pulvérisant en 1000 morceaux. La maîtresse fut choquée par les résultats du garçon. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il soit déjà à ce niveau. Plus tard dans la journée, Lady Sepia annonça à son père qu'elle ne pouvait plus l'entraîner, affirmant que son talent convenait à un tueur. Le duc Jackson insista pour qu'elle l'aide, mais elle prévint que son chemin était bien trop dangereux et que même elle ne pourrait le contenir. Cette même nuit, Han Sung était allongé dans son lit, rongé par la trahison qu'il avait subie dans sa vie passée. Soudain, son cœur se mit à irradier un mana intense, envoyant une douleur fulgurante à travers sa poitrine. Cherchant désespérément un soulagement, il se rua hors de sa chambre et sortit en hâte. Juste au moment où il croyait ne plus tenir, Lady Sepia arriva en criant qu'il allait se déchaîner, mais lui dit de rester calme car elle était là pour l'aider. Elle pose sa main fermement sur sa poitrine et aspire tout le mana incontrôlable qui bouillonne en lui. Elle explique que ce mana du cœur est une essence magique rare, mais avertit que c'est un talent très dangereux. En guise de cadeau, elle lui tend un livre de nécromancie en disant que peut-être le destin fait qu'elle doit désormais rester à ses côtés. Quelques jours plus tard, Lady Sepia entraînait de nouveau Han Sung, mais cette fois, elle lui demanda de démontrer ses talents de chasseur. Repérant un lapin à proximité, il lance un éclat de cristal qui frappe la bête avec une précision mortelle, la laissant très impressionnée par son niveau de puissance. Elle le met aussitôt au défi de ressusciter le lapin par nécromancie et le garçon s'exécute sans sourciller. Mieux encore, il enferme le lapin dans une armure de glace, montrant sa maîtrise totale de la magie. Pour tester, elle attaque l'animal avec sa propre magie, prouvant que la résistance de l'armure est au top.
Impressionnée, elle lui demande quel est son but. Hansung répond qu'il veut aussi maîtriser la magie de l'eau. Elle esquisse un faible sourire et lui dit que ce qu'il fait avec l'eau est très basique et qu'il lui faut des connaissances bien plus avancées. De plus, maîtriser 2 types de magie à son âge est pratiquement impossible. Impossible, il la fixe et répond défi accepté. Cette nuit-là, il est déterminé à atteindre ce niveau de puissance. Il attrape plusieurs livres et se met à étudier et s'entraîner toute la nuit jusqu'à maîtriser l'autre magie. Le lendemain, il retrouve Lady Sepia qui remarque sa fatigue mais comprend qu'il a quelque chose à lui montrer. Il commence à conjurer sa magie sur le lapin, faisant exploser la glace en morceaux et la laissant carrément « Oh mon Dieu !» Sans s'arrêter, il utilise ensuite de la magie noire à l'intérieur du lapin, provoquant une énorme implosion. Elle reste complètement sidérée, incapable de comprendre comment il est devenu mage double en une seule nuit. Ce style d'attaque est inédit pour l'enseignante, elle est abasourdie et les 2 explosions ont une portée massive, les débris fusant comme des shurikens. Cette magie est taillée pour tuer, venant de quelqu'un qui a vécu sur le champ de bataille toute sa vie. La prof devient très curieuse du protagoniste, et sur le champ, l'oncle du garçon fait son apparition. On dirait que Helmet vient juste de rentrer d'une nouvelle mission. Il a dit avoir abattu quelques monstres, pas de quoi fouetter un chat. La cavalerie noire doit bien pointer un jour ou l'autre, non? Avec leurs lances chargées d'aura, c'est l'escouade principale du duc et leur capitaine est l'un des 7 maîtres d'épée du continent. Dale demande à son oncle s'il se souvient de la promesse de lui apprendre l'art de l'épée. Helmut répond « Bien sûr, mon gars », et Dale réplique qu'il a hâte. En partant, Helmut conseille de ne pas traîner dehors trop longtemps. L'hiver n'est pas une plaisanterie. Sophia rappelle Dale, c'est l'heure de reprendre l'entraînement. Cette nuit-là, les maîtres reçoivent un rapport disant que le jeune maître gère déjà 2 pouvoirs et le duc s'en inquiète un peu. Sophia comprend pourquoi il s'inquiète. Elle est payée pour enseigner la magie de l'eau, mais en mentor, elle veut lui apprendre ce qu'il souhaite sans limite. Si c'est ce que veut le garçon, Elena lui demande juste de maîtriser aussi l'eau. Sophia promet de maintenir cela. Avant de partir, elle s'excuse d'avoir manqué à sa promesse envers le duc. Elena en est secrètement ravie. Son gosse est un prodige, déjà double mage. Le duc veut profiter de l'occasion et dit à sa femme qu'il aimerait enseigner la magie noire à leur fils. Ainsi, il aurait les compétences pour être un seigneur exemplaire. Il se voit comme un grand maître voulant transmettre son héritage. À cause de sa promesse envers elle, le duc se sent embarrassé. Elena sait que la magie noire a mauvaise réputation et voulait l'éviter, mais faisant confiance à son mari, elle lui demande d'apprendre au garçon à ne pas subir la vie des autres. Après 2 câlins de sa femme, le duc est surmotivé, prêt à enseigner au héros les techniques les plus rudes. Le jour du premier entraînement arrive, mais le duc déchante. Le contrôle du garçon reste très faible. Dale pense que son ancien maître ne lui a enseigné que l'essentiel. On le conduit dans une salle spéciale sous le château. Maintenant que le duc est le professeur, il lui ordonne d'aller au-delà des bases, mémoriser la structure musculaire de tout être vivant. Une pile de livres est maintenant devant le garçon. Il doit se plonger dans l'étude au plus vite. Après avoir assimilé la théorie, place à la pratique. Devant lui repose le corps d'une créature, un petit gobelin. Son père remarque qu'il est plutôt impressionné. Avec peu d'entraînement, il ne parvient qu'à le faire bouger comme un zombie, mais avec de la maîtrise, il pourrait en faire un chevalier de la mort, un mort-vivant classique. Il est temps d'apprendre à le faire bouger. C'est bien plus dur que de contrôler un lapin. Il faut plus de fils de mana et la raideur du corps juste après la mort. C'est un tout autre défi. Dale est paumé. Le duc sait exactement. Accélérer la mort raidit les articulations et gêne les mouvements. Il est temps que le garçon regarde et apprenne, dit le duc en démonstration. Cette fois, le corps de la créature commence à se transformer. Les côtes protégeaient les organes, mais maintenant qu'elle est morte, ce n'est plus nécessaire, et des os commencent à transparaître à travers la peau. Le duc explique qu'il faut comprendre la structure du corps et la retoucher au besoin. C'est une base de la magie noire. Après la démo, notre héros demande à être instruit dans les arts de la tour noire. Son père semble kiffer cette initiative audacieuse. Il dit que la vérité fréquente toujours la mort et qu'il faut en tirer une leçon, porter le poids de sa propre vie pour atteindre la vérité. Ça renvoie le garçon à ses vieux souvenirs quand il devait ôter des vies et affronter ses instants de pitié, non. Mais l'épée du héros était vraiment trop lourde. Après avoir revécu ses souvenirs, le garçon était complètement ailleurs. Son père remarqua son comportement étrange. Toujours perdu dans son passé, Dale a assuré que tout allait bien. L'entraînement du héros se poursuit et la rumeur se répand comme une traînée de poudre dans l'Empire. Depuis que le duc a rompu sa promesse, le moulin à ragots impérial s'affole. Apparemment, les nobles s'ennuient à en mourir. Maintenant, tout le monde fouine sur la vie du héros. Dale commence aussi à maîtriser l'épée. Qui croirait qu'un gamin de 8 ans s'entraîne avec un type
quasi-boss de niveau continental, Dale a failli se prendre un coup du bâton en bois, alias épée d'entraînement. Mais ses compétences de vie antérieures ont pris le dessus et il a désarmé Helmet, qui était totalement scotché. Soit l'autre y allait mollo, soit il n'a aucun ego vu qu'il a félicité le geste du héros. Un peu méfiant, Dale a demandé si son oncle avait fait exprès, ce à quoi il a répondu non. Dans un vrai combat, il aurait pu passer à tabac, mais nos gars se sont contentés de manger et ses petites mains lui font un mal de chien. Helmet en conclut que le gamin est mage vu son aisance à l'épée. En bandant ses mains, il a dit qu'un entraînement aussi brutal n'était pas nécessaire et a demandé s'il y avait une raison. En regardant sa propre main, Dale dit que la réponse était évidente. Le fils du duc ne peut pas compter sur des gardes du corps. Son oncle a adoré, tout sourire, disant qu'il rêverait d'un fils comme lui, et Helena a déboulé pendant leur entraînement en voyant qu'il s'éclatait. Dale demande pourquoi elle traîne dehors et Helena répond qu'elle est venue voir le spectacle. Elle a une nouvelle, elle demande au garçon s'il se souvient de son vœu d'anniversaire et bam, il se rappelle qu'il avait demandé une petite sœur. Voilà la nouvelle d'Helena. Le garçon est maintenant grand frère, simple nouvelle mais pleine de joie. Après toute une grossesse, le nouveau-né du duc est enfin arrivé et Dale n'en revient pas. Elle va être sa sœur, elle est vraiment trop mignonne. Helena demande au héros s'il veut tenir le bébé, sans se soucier du choc du pauvre garçon. Elle lui pose le nouveau-né dans les bras. Franchement, on dirait presque des jumelles. Et dans ses bras, elle n'a pas pleuré une seule fois, ce qui fait sourire. Son père lui demande comment il se sent. Dale répond que sa sœur est légère comme une plume, mais qu'il sent un poids dans ses bras. Saxon dit que c'est le poids de la vie et conseille à son fils de ne jamais oublier cette sensation. Il est temps de reprendre l'entraînement. Sephia attendait déjà dehors. Cette fois, c'est du combat réel. Un peu nerveux, Dale demande s'il peut y aller à fond et sa prof lui répond d'utiliser toute sa force. Alors le garçon commence à tracer un cercle magique. Sophia est ravie de voir les progrès du jeune prodige. Sa première attaque a été bloquée facilement, pas assez rapide, pareil pour la seconde. Un peu plus enflammée, Sophia dit au héros de ne pas se retenir. Pourtant, notre garçon hésite encore. Pour le pousser, la prof attaque cette fois et lui demande de créer un bouclier pour se protéger. Il réussit tout juste à en former un, sans quoi ça aurait été la catastrophe. Sophia est très impressionnée. En un rien de temps, son élève a forgé cette armure de glace, puis elle lui ordonne d'attaquer encore. Dale pose les mains au sol et fait surgir un immense mur de glace, une fine brume montant de l'action. Sophia essaie de comprendre la tactique du garçon. Cette glace était renforcée par du mana, bien plus résistante que de la glace normale. En s'approchant du mur, elle réfléchit à l'utilité du sort défensif. Peut-être que son élève a besoin de reprendre son souffle, puis elle remarque quelque chose. Dale utilise l'explosion de glace pour fissurer tout le mur qui est sur le point d'exploser devant la prof, et Sophia comprend enfin ce qui se passe. Son corps était totalement transpercé par les lames de glace. Avec un regain de confiance, Dale sut que son plan était une réussite totale. Il a utilisé ce mur de glace comme un pro, le transformant en méga grenade. Quand la poussière retomba, il vit un corps criblé de trous comme du gruyère. Dale faillit paniquer, mais le corps commença à disparaître comme par magie. Sophia surgit derrière la statue de glace, totalement zen et indemne. Pour Dale, c'était énorme. Il ne s'attendait pas à une illusion aussi bluffante. La prof intervint pour saluer le coup, choquée qu'un novice ait pu l'impressionner. Dale assura qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal et la prof l'a pris bien. Elle se sentit profondément honorée qu'il lui ait fait suffisamment confiance pour se lâcher. Ça la rendit encore plus fière en tant que prof et elle voulut savoir comment il avait monté ce plan. Dale répondit que c'était grâce à ses cours. Après la leçon, elle dut reparler au duc et Saxon se montra curieux de la petite égratignure sur son visage. Sephia avoua qu'elle avait été un peu laxiste à l'entraînement, que les gamins avaient du talent. Trouvant les cours exigeants, Saxon déclara qu'il lui devait beaucoup. Et la prof dit que former un génie, c'est un cadeau. Mais le duc avait une autre faveur à demander. La prof était toute oui pour entendre sa proposition. Des monstres rôdent dans le secteur. Une petite troupe de chevaliers pourrait s'en charger, mais le duc y vit une occasion. Il voulait envoyer son héritier pour les éliminer. La prof répondit que le gosse n'était pas encore prêt pour ça. Saxon affirma qu'il n'enverrait pas son fils en première ligne et que protéger la terre était un devoir familial. Il était temps que l'héritier apprenne ses responsabilités futures. Sophia demanda ce que le duc attendait d'elle. Il dit qu'il confierait son artefact à notre héros. Il voulait aussi qu'elle le guide jusqu'à ce qu'il maîtrise le pouvoir. Les artefacts sont ultra puissants et demandent du mana, voire de la vie, pour fonctionner. Plus l'artefact est fort, plus il devient instable et périlleux, parfois même mortel. Dehors, Saxon dit à notre héros que la famille sait gérer ce genre de pouvoir et que le futur héritier doit se préparer pour les combats à venir. Cette nouvelle a électrisé notre héros. Le frisson du combat lui avait manqué. Saxon annonça que le gamin participerait à la prochaine chasse aux monstres, mais qu'avant ça, il avait d'autres choses à apprendre. Il était temps que Dale maîtrise le pouvoir obscur de la famille et découvre les artefacts du roi démon qu'ils avaient récupérés. Ils sont d'un autre niveau et Dale sentit le mana vibrer autour d'eux. Son père expliqua qu'ils étaient extrêmement puissants et dangereux et qu'il ne fallait rien toucher sans réfléchir, mais le petit garçon avait déjà disparu. Saxon cherchait son fils, super inquiet, mais notre héros était déjà en quête d'un truc épique. Un artefact s'est mis à lui parler, il a senti sa soif de vengeance et la colère
fier qu'il portait, et voilà pourquoi il voulait être choisi, le traitant de poule mouillée pour ne pas l'avoir pris. Dale comprit que ses émotions fortes réagissaient aux artefacts, mais aucun ne suffisait, il lui fallait quelque chose d'encore plus épique, puis il remarqua qu'une cape le poursuivait. Ce n'est qu'alors qu'il comprit qu'il s'agissait d'une cape des ombres. Le roi démon utilisait cet artefact pour animer les ombres, le transformant en une bête ennemie. Il est temps que notre héros décolle lui aussi. C'est alors que son père le retrouva. Juste après, la cape sembla déformer tout l'endroit et emporta notre héros dans une autre dimension en proclamant qu'elle avait faim. Ce n'était pas une ombre ordinaire, le roi démon pouvait déclencher des tempêtes avec elle et manier les ténèbres comme si elles étaient vivantes. Pour maîtriser cette cape, son porteur doit la rendre totalement obéissante, et Dale savait que ce ne serait pas une promenade de santé. Saxo et l'enseignante observèrent la grosse sphère noire avec le héros à l'intérieur. Et comme il y était depuis un moment, Sophia commença à s'inquiéter, tout comme Saxon. Son fils risquait de perdre la raison, alors, pensant ça, il décida de le tirer de force. À ce moment-là, quelque chose les aveugla, une lumière éblouissante, les ténèbres s'évanouirent et notre héros allait parfaitement bien. Safia voulait vérifier que c'était bien réel. Pendant qu'elle inspectait le gamin, Saxon, pensif, était soulagé à fond que son fils soit sorti indemne. Il n'en revient pas qu'un enfant puisse manier un artefact aussi surpuissant. Dale en profita pour bombarder son père de questions. Il veut aussi tenter de maîtriser d'autres artefacts, ce qui stressait complètement les adultes. Mais comme notre héros est un pur prodige, on lui a laissé passer. Quelques jours plus tard, pendant l'entraînement à l'épée, Helmet fut abasourdi de voir le héros porter la cape des ombres. Le gamin arborait un large sourire, et son oncle sait que maîtriser cet artefact n'est pas aisé. Il s'inquiète que l'enfant s'en sorte si bien. C'est fou! Dale supposa que l'artefact était solitaire, ce qui facilitait les choses. La cape fut attirée par lui aussitôt, peut-être en quête d'un ami, et Helmet dit que le gamin est très gentil. À ce moment, le héros marcha sur l'ombre de l'artefact en remerciant son oncle pour le compliment. Comme c'est une séance d'entraînement, il a demandé que tout soit aussi réaliste que possible. Sans hésiter, Helmet s'est activé, prêt à épater son neveu préféré. Affronter un maître d'épée pareil, c'est un cran au-dessus pour le héros. Son oncle lui avait dit de ne pas s'en faire. Il n'emploierait que des gestes basiques, pas d'aura sur la lame. Le héros n'était pas ravi que l'oncle y aille mollo. Le vrai but du duel, c'est de maîtriser son artefact. Contrôler l'ombre permet de forger toutes sortes d'armes. Ce combat est indispensable pour sa progression. En manipulant les ombres, il a créé plusieurs lames, mais le maître les a déjà tranchées, comme si de rien n'était. Dale parvient à piéger son adversaire avec férocité. À cet instant, Dale parvient à piéger son adversaire avec des ombres et à faire surgir des pieux du sol, mais cette attaque surprise reste insuffisante. Dale tente de concentrer toutes ses frappes au même endroit et encore une fois, son oncle le stoppe net. En se rapprochant, le gamin doit bloquer un coup énorme. Helmet est stupéfait que son neveu y parvienne. Un impact pareil aurait brisé n'importe quelle épée, et pourtant le gamin se défend grâce à l'artefact épique qu'il manie. Regonflé, Helmet enchaîne les assauts, et les chevaliers présents restent bouche bée. Aucun d'eux ne pouvait échanger autant d'assauts avec le capitaine. Même enfant, Dale les dépasse déjà tous. Après quelques jours encore, la caravane se mettra en route vers la tanière du monstre. Hélène n'est pas contente, elle trouve ça beaucoup trop risqué pour son fils. Elle ne voit que les choses qui peuvent mal tourner. Malgré ses inquiétudes, Dale lui dit qu'il doit monter en puissance en tant qu'héritier. Il doit protéger sa famille, et cette expérience est indispensable. Il est temps que sa mère comprenne que c'est nécessaire. Et voilà qu'une femme d'âge moyen, convaincue par ce gamin de 8 ans, lui souhaite bonne route. Déjà sur son poney, Dale promet qu'il reviendra vite. Toutes les troupes sont prêtes à partir, et le duc trouve ça formidable. Il demande à son fils de donner le feu vert pour le départ. Dale se sent un peu gêné, mais on lui rappelle vite que bientôt ses chevaliers seront à son service. C'est la première bataille où il sera le chef. Trop cool, perché sur son poney, Dale se met à parler aux soldats. Ses fiers chevaliers entament une marche en l'honneur de la maison et sont à fond pour la mission à venir. Une escouade de 250 gars marche, les ennemis se sont mis l'orque furieux, ils ont traversé la montagne, descendu la rivière, évitant la faim et l'hiver. L'armée doit aussi franchir cette rivière et il n'y a qu'un passage. Sophia va modeler un pont de glace pour tout le monde. Sa présence rend le héros tout joyeux. C'est toujours agréable d'avoir un peu de girl power. En exhibant ses talents fous, Sophia a bâti le pont en un rien de temps.
Maintenant, l'armée peut traverser de l'autre côté. Le duc et sa troupe ont entamé la traversée. Le héros a dû traverser à son tour. Sophia regarde cet enfant de 8 ans avec tendresse. Elle ne pensait pas s'attacher autant à cet élève. Après quelques heures, le piège était en place et les archers prêts à ouvrir le feu. Les flèches pleuvaient sur des ennemis qui n'avaient clairement pas prévu un tel temps. Le chaos en a emporté plusieurs, dont un pauvre gars touché par une flèche dans la tête mais qui avait encore l'air prêt à pointer au boulot. Hellman ordonna au bataillon d'avancer. Les chevaliers chargèrent à cheval sans casque, juste pour exhiber leurs coiffures épiques, ignorant la règle militaire du coupe courte. Le capitaine demanda ce que notre héros en pensait. Du A-O, le garçon savait que l'impact serait énorme pour les ennemis. Cette formation de lance allait tout perforer. Il s'attendait à un écrasement total et son père disait que c'était la puissance de leur cavalerie. Pourtant, le capitaine prévint le garçon de ne pas se détendre. Ce qu'il voyait n'était que l'ouverture du combat. Les créatures se mirent en formation et commencèrent elles aussi à se défendre. Le plan marchait, mais la victoire n'était pas encore acquise. Il fallait se regrouper. Helmet envoya un signal, une lumière dans le ciel, et son équipe le capta illico. Il était temps de contre-attaquer. En se retirant, les créatures mots restèrent complètement abasourdies. Pensant que les soldats fuyaient, les monstres se mirent à lancer des lances. Le cheval d'un homme du renfort a pris la pire part. Notre héros vit que le pauvre était coincé. Son père en fut attristé. Perdre un chevalier, ça fait mal. Alors que le compagnon essayait de se relever, un orque fonça pour l'achever. Dale, hors de lui, demanda pourquoi il restait là à regarder. Son oncle et son père gardèrent le silence. Le garçon n'a pas pu intervenir à temps pour sauver ce figurant. Il devait abattre la créature à distance. La peau de l'orque était hyper résistante. Le garçon dut affiner son attaque pour qu'elle soit tranchante et précise, adoptant une technique comme une vraie balle. Il lança le projectile de glace que la créature ne put esquiver. Le casque s'est envolé. La distance était folle, pourtant le gamin l'a réussi. Il vit bientôt le jeune homme commencer à s'éloigner avec son poney et demanda ce qu'il manigançait, mais le duc dit de laisser faire le garçon car il savait que c'était un coup magique totalement inédit. Un signe que le monde intérieur du garçon était presque achevé. Dale, après s'être un peu reculé, vit les ennemis se regrouper à nouveau. Maintenant, il avait deux gros problèmes. Après être tombé du cheval, ce chevalier était tellement pétrifié qu'il ne pouvait plus bouger. Et le coup magique du héros était trop complexe, pas top pour les combats rapides. Il devait réfléchir vite s'il voulait sauver ce type en plus. Le problème, c'était que la technique restait trop imposante. Pour y remédier, Dale imagina une balle encore plus petite. Un autre orque se rapprochait du chevalier tombé, prêt à l'achever, mais une autre salve du héros écrasa le crâne de la créature. Le jeune chevalier n'en revenait pas qu'un gosse l'ait sauvé. Mesurant à peine 80 cm, Dale dit aux soldats de pas s'en faire. On n'abandonne pas son épée sur le champ de bataille. Sérieusement, ce soldat est tellement inutile. Il n'a toujours pas trouvé le courage de se relever et les créatures continuaient d'affluer. C'était donc l'heure pour le héros de briller. Il dégaina la lame d'ombre et trancha les ennemis. Puis il laissa l'artefact les engloutir. Une créature devint son petit déjeuner, une autre fut tranchée pour plus tard. La dernière, qui n'avait pas encore été attaquée, paniqua en voyant seulement les ossements des autres. Dale était choqué que la dernière créature ne se soit pas encore enfuie, alors il dut l'achever avec une autre balle de glace. Une fois ça réglé, il vit le soldat toujours au sol dire qu'il ne pouvait pas bouger les jambes. Il était temps pour le héros d'étaler sa force inhabituelle pour un gamin de 8 ans portant ce soldat avec toute son armure comme une demoiselle en détresse. Maintenant que le type était sauvé, Dale laissa le reste à son oncle qui ordonnait déjà la charge du bataillon, toujours pas de casque pour faire les beaux. Cette nuit-là, le duc passait en revue la mission du jour et appela son fils pour discuter, voulant savoir pourquoi le garçon avait foncé au lieu de rester en sécurité. C'était super imprudent, Dale est totalement perdu sur les raisons de ce sermon. Honnêtement, notre gars peut être parfois un peu à l'ouest. Le gosse se met alors à expliquer qu'un jour, il sera le chef de tous ces types. Il fait déjà son boulot d'avenir, à la hauteur de son titre. Même s'il apprécie cette réponse, le duc juge la détermination du gamin un peu faible, et notre héros lui demande pourquoi il est resté là à regarder cette nuit, presque tournée au drame. Le duc explique que les attaques sont incessantes par ici et que les soldats de première ligne n'agitent pas l'épée en espérant qu'on vienne les sauver. Pourtant, le gamin pensait devoir sauver un chevalier loyal, mais on lui rappelle que sur le champ de bataille, l'essentiel c'est de survivre. Si tu crois que l'on te tirera d'affaire à chaque faux pas, tu te berces d'illusions. Les gens comme ça ne tiennent généralement pas. Les soldats doivent rester prêts pour éviter de se retrouver dans des situations délicates comme celle-là. Dale comprend, il est soldat après tout. Il n'aurait pas dû l'oublier. Et après cette dure vérité, le duc lui tapote l'épaule, le félicite pour son courage fou et lui dit de ne pas perdre cette flamme. Maintenant que le soleil est levé, tout le monde rentre au château, l'histoire du prince qui a sauvé le soldat comme une demoiselle en détresse s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'Empire, et parce qu'on adore enjoliver, on a même prétendu que le gamin avait mis KO 1000 abrutis.
Notre héros est un peu gêné par cette célébrité, mais ça a fini par profiter à sa famille. Quand il arrive sur le terrain d'entraînement, tous les soldats s'inclinent pour le saluer, même si Dale leur fait signe de se calmer, pas la peine, et le capitaine, son oncle, lui dit d'en être fier et en profite pour galvaniser les troupes. Devenez plus fort grâce à ce gamin. Dale admire la détermination du jeune homme, puis une servante s'approche pour annoncer que des invités de la maison Horart viennent d'arriver en ville. Le gamin remercie pour l'alerte et son oncle demande s'il faut partir bientôt, même si notre héros sait que ses visiteurs sont importants. Bardel, le type à l'épée divine, était un noble fameux. Il venait de cette famille et s'est fait battre par notre héros pendant l'unification de l'Empire, et Dale remarque que le visage de son oncle a changé. Il avait été l'élève de Bardel. Notre garçon sent que la rencontre va être un peu gênante. En présence du duc saxon, remarque que le gamin s'est remis à s'entraîner et, au même instant, le majordome annonce l'arrivée des invités. Une femme en deuil entre, accompagnée d'un enfant. La femme s'appelle Vanessa et elle s'est présentée en grande pompe. La gamine à côté, c'est Charlotte, sa fille. Super, encore une peste dans l'histoire. Elle n'a pas aimé voir sa mère s'incliner et a demandé pourquoi elle faisait ça pour ces gens. Vanessa en a été contrariée, mais le duc a laissé passer et a demandé au héros de faire visiter le château à la jeune invitée. Notre gars lui a tendu la main, mais Charlotte a fait la grimace et a giflé sa main en lui disant de ne pas la toucher. Sur la figure du gosse, on voyait que c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un d'aussi revendicatif. Les parents du héros n'ont pas apprécié non plus. Totalement gênée, Vanessa a ordonné à sa fille de s'excuser, mais la gâtée s'est contentée de tourner le dos et de sortir en trompe du hall. Vanessa s'est excusée pour le comportement de sa fille, expliquant que des événements récents l'avaient beaucoup bouleversée. Elena a aussitôt demandé ce qui s'était passé et a appris que le nouveau intendant des terres de la famille de Vanessa est le comte Bradenburg, connu aussi comme le chevalier sacré de l'Empire, un type redouté. Il veut forger le soldat parfait et est déjà en train de repérer des candidats. Sérieusement, ce personnage étrange voulait épouser la peste. Quelle histoire folle. Vanessa est venue demander protection pour sa fille, mais en tant que noble déchue, elle n'a aucun pouvoir et cherche à faire accepter sa fille comme servante là-bas. Dehors, notre héros a finalement retrouvé la morveuse et lui a demandé si elle savait au moins où elle allait. Charlotte a répondu qu'elle s'en fichait, mais a quand même demandé, d'un ton presque inquiet, si la main de l'enfant allait bien. La nouvelle l'a plutôt ravie. En dégainant son épée, elle a défié notre héros en duel. Dale, le pauvre, n'en revenait pas que ça arrive vraiment. Pour accepter, Dale a dit qu'il lui fallait une raison de se battre contre elle. Charlotte a annoncé qu'elle avait entendu les rumeurs sur ce type épique qui a sauvé une soldate et abattu une ribambelle de monstres. Elle veut abattre ce grand nom de l'Empire juste pour prouver qu'elle en a dans le ventre. Elle veut que tout le monde sache qu'elle peut protéger sa famille de ce type, Bradenburg, le chevalier sacré. Notre héros n'arrive pas à sortir cet homme de sa tête et l'entendre évoquer maintenant le secoue. Comme il vise le même but, Charlotte pourrait faire équipe avec lui, mais il lui faut d'abord une bonne remise en place. Notre héros se dirige vers un râtelier d'épée, en prend une et dit à Charlotte qu'elle n'est qu'une enfant qui a beaucoup à apprendre. Il lui demande de se donner à fond. Charlotte est toute excitée à l'idée d'essayer. Elle se jette sur lui de toutes ses forces pour ses 27 kilos, brandissant son épée en jouet avec la rage d'un gamin qui a pleuré toute la nuit. Contrairement aux mages, les chevaliers utilisent l'aura pour renforcer tout leur corps. Pourtant, Charlotte n'ébranle pas notre héros et elle continue d'aligner des frappes précises. Si ça dure, l'issue est assez claire. À sa naissance, son père était déjà une légende, mais sa mère lui a raconté 1000 histoires à son sujet. Charlotte se croit porteuse de ses talents d'épée, mais elle perd le duel et n'arrive pas à l'admettre. Pauvre gamine, surtout qu'elle ne sait pas ce que la puberté lui réservera. Dale lui explique qu'elle a perdu parce qu'elle n'est pas l'épée divine, et pour l'instant, elle ne pourra pas protéger sa famille. Ses ennemis sont au moins 10 fois plus forts que notre héros en ce moment, même quand il n'y avait rien, Charlotte s'entraînait sans relâche, alors elle ne comprend pas qu'un autre gamin ait pu l'arrêter. Il y a forcément un truc. Chaque coup qu'elle lance est paré par notre héros, alors elle lui demande ce qu'elle doit faire ensuite. Au lieu de répondre, Dale jure sur sa famille de protéger la sienne, jusqu'à ce qu'elle puisse se défendre seule. La fille est perplexe. Dale reprend que rien n'est gratuit dans ce monde et qu'elle sera son épée le moment venu. Charlotte comprend qu'elle ne peut refuser et, à peine âgée d'environ 8 ans, fait serment à un autre gosse. Au moins, elle est décidée à tenir parole. Ce même jour, notre héros se rend au bureau de son père et apprend la demande de Vanessa. Saxon est surpris par l'obéissance de la jeune fille et veut savoir ce qu'a fait notre héros. Dale affirme qu'il a promis de la protéger. Le duc se demande si c'était par pitié, mais notre héros coupe court. Non, il a vu le talent fou de la fille.
Elle manie l'épée comme personne et lui envisage pour l'avenir que sa famille elle possède une épée sacrée comme la sienne. Le duc semble apprécier ses paroles. Dans la capitale de l'ancienne Teutonie, l'annonce met quelqu'un hors de lui. Brandenburg n'est pas content. Furieux contre ces hommes, il n'en revient pas qu'ils aient laissé filer une gamine. Le serviteur explique qu'ils ont envoyé des assassins mais qu'ils ont tous été éliminés, sans doute par Charlotte elle-même. Et après les avoir traités d'inutiles, Brandenburg saisit une épée en se remémorant ses jours de gloire où il avait mis un héros hors d'état de nuire. Maintenant, il a l'épée sacrée du Randall, prouvant qu'il est complètement taré. Brandenburg est prêt à traquer sa fiancée. Il ordonne aussitôt à son serviteur d'envoyer des hommes sur les terres du duc pour qu'ils aillent retrouver la guilde des voleurs et paient ce qu'il faudra pour la ramener. Une semaine plus tard, la jeune fille est toujours chez le duc, plongée dans ses bouquins et s'entraîne aussi tous les jours avec le héros, les deux étant hyper compétitifs. Helmut donne le signal et les deux gamins commencent à s'échanger des coups avec de vraies épées, montrant une coordination digne de champion olympique. Charlotte, même sous pression, part tous les coups. Pour Helmut, c'est sûrement le meilleur jour de sa vie. Pouvoir organiser un affrontement entre des enfants d'un tel talent le touche profondément. L'instinct de tueur de ces gosses est énorme. On croirait qu'ils ont passé 32 ans au Complexo Domare de Rio. Notre héros grappille un peu d'espace en se baissant derrière sa cape. Charlotte va porter un coup mortel, mais Helmut l'arrête avec une idée de génie. On stream et on encaisse. Après s'être chauffé, Charlotte, non, les compliments, ça ne me fait pas monter de niveau. Faut parler franchement, Helmut. Tu sais au moins à quoi sert ton sabre? Elle, ben oui, pour les frappes pénétrantes. Le capitaine s'interpose. Non, ma grande, tu te trompes. Tout est dans le jeu de jambes. T'aurais dû potasser. Dale peut la surprendre facile à cause de ça. Chaque fois qu'elle en fait trop, sa lame perd son mordant. Helmut, retour aux bases, ma grande. Sa garde part dans tous les sens, elle dit n'avoir jamais eu de vrai maître. Helmut, ta position est à la ramasse. Ça l'a rendu super vexé, mais le capitaine la taquine juste, il a besoin de rire aussi. Monter un cercle de mana, c'est du basique. Ressent le flux, trace un chemin en cœur. Sauf que ça prend une éternité. Sophia en est restée bouche bée. Notre gars claque le deuxième cercle. Ici, on chronomètre le RPM des cercles de mana. La plupart des mages font 300 au premier, nos gars 2000, puis 400 au second. Il est prêt pour le troisième, là il déchire tout. Notre héros fait d'autres tests, peaufine sa balle de glace pour la rendre plus robuste. Il veut augmenter le calibre pour une destruction épique. La balle qui traverse l'armure a laissé un sacré carnage. Dale, wahoo, facile, Sophia est hyper fière de son élève. Il apprend à vitesse grand V. Dale, je ne l'aurais pas fait sans toi, ce qui rend la prof toute pensive, car ce gamin veut utiliser son pouvoir pour le bien. Parfois il l'effraie, mais il l'inspire surtout. Après un câlin, elle avoue être très fière. Et nos gars, oh yeah, deuxième tournée de puberté. Moment gênant pour le type qui réalise que sa prof le voit encore comme un môme, mais il reprend le collier. Cette fois, Dale érige un mur de glace énorme et le pilonne avec des balles plus costaudes. L'impact a projeté des éclats partout, il a fallu un bouclier magique. Dale compte fabriquer des balles façon fusil à pompe ensuite, puis quelqu'un a appelé son nom. C'était Charlotte qui l'a retrouvée sur son spot d'entraînement. Il voit qu'elle bosse aussi, qu'elle répète les déplacements du capitaine. Dale, tu kiffes vraiment le maniement d'épée. Elle a quelque chose à dire. Elle s'excuse d'avoir été capricieuse, réalisant qu'elle a déjà été un peu rude. Dale, genre, ouais, c'est vrai, mais relax, on passe à autre chose. Il lui a aussi demandé d'arrêter le ton formel, maintenant ils traînent ensemble. Charlotte, elle, j'adore cette saison, il fait un temps de malade. Elle peut s'entraîner plus longtemps, l'air froid, son allié pour récupérer, c'est drôle, mais notre héros est d'accord. Pendant qu'ils discutent, on les espionne. Sa mère remarque qu'il grandit. Maintenant, elle doit garder un œil sur ces deux-là parce que la mère a des plans. Il est temps d'initier son fils à l'affaire familiale. Et merde, la fille évite un piège pour tomber dans un autre. On passe vraiment de mal en pis. Peu après, ils sont à la lisière du territoire. En bons riches consciencieux, ils font un peu de charité pour se sentir bien, mais le vrai changement, c'est des emplois et des salaires justes, pas des aumônes. Nos héros aident aussi, Charlotte à ses côtés, un gamin du coin vient demander de l'aide, sa mère est en danger. Le petit édenté a l'air hyper sérieux, sa santé l'arnaque, mais il décide de le suivre. Dale est sans ses chevaliers, mais honnêtement, après la saga des orques, ils sont un peu bof. Sur les toits, il repère un type louche, c'est qu'il vient de la guilde des voleurs. Tout était monté pour piéger Charlotte, et le garçon dit qu'il va appeler sa mère. Et bam, une bande de brigands jaillit pour les prendre en embuscade, notre héros était aux anges. Ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas senti l'odeur du sang. Le bandit leur ordonne de ne pas bouger, sinon ça va mal finir. Dale a promis à la fille de la protéger quoi qu'il arrive. Le chef des bandits trouve ça mignon, un gamin pas même haut d'1 mètre et à peine 20 ans qui fait le malin, il est temps de lui apprendre la loi du monde réel, mais notre héros reste zen.
Charlotte flippait parce qu'elle avait oublié son épée jouet. Dale lui dit de se calmer. L'occasion parfaite pour tester ses talents de cape d'ombre. Les brigands encerclent. Et à mesure qu'ils s'approchent du garçon, des ombres commencent à apparaître. Au loin, le chef ordonne à sa bande de battre en retraite. Il a du sens tactique, son équipage évite un coup sournois, mais le chauve, lui, n'a pas cette chance. Ce nouveau pouvoir transforme les ombres en parasites autonomes qui sèment le chaos. Les bandits regardent, horrifiés, le chauve se faire déchiqueter jusqu'à ce qu'il devienne une créature sombre, un Taimu Wolverine. La créature dit qu'elle meurt de faim et les bandits paniquent, mais ça ne durera pas. Ils se sont jetés de nouveau dans la bagarre. Le chef des voleurs croyait qu'abattre un gamin serait un jeu d'enfant. Une fois de plus, notre héros se retrouva acculé. Le chef filait à toute vitesse, sûr de ses talents d'assassin, mais ses dagues furent bloquées par les ombres de l'héros. Hélas, le voleur ne s'est pas volé, pas d'aile pour lui dont cible facile. Son corps a été pulvérisé par des balles de glace, semant le chaos parmi les figurants. Charlotte, bien cachée, observe tout de près. Le chef bandit est à terre et les créatures d'ombre déchirent les ennemis. Oups, les balles n'ont pas traversé ce bandit, mais l'ont blessé, son aura l'a protégé, juste assez pour le faire cracher du sang. Il a essayé d'attaquer à nouveau et s'est fait déchiqueter. Ce mort vivant part en vrille, il bouffe ses victimes. Dale ignore la créature. Priorité, vérifier que Charlotte va bien. Un bandit est encore vivant, pétrifié, tente de fuir, mais notre héros lui décoche une balle et le laisse sur une jambe. Pour éviter plus de chaos, Dale rappela l'ombre qui contrôlait le chauve. En s'approchant du bandit à une jambe, le figurant proposa de tout cracher, espérant un marché. Mais Dale n'avait pas de temps à perdre, il lui fit un trou dans la tête. Il ne reste plus que des corps en décoration. Charlotte est visiblement secouée. Notre héros dit que sa famille, ici, c'est comme Batman. Ils punissent les bandits, mais Wayne Tech vient aussi en aide. Maintenant, il veut savoir si elle a eu super peur. Elle a avoué s'être un peu fait dessus, mais ça va maintenant parce que le héros s'est battu pour la protéger. Depuis cette promesse, Charlotte y pense souvent. Savoir qu'elle est protégée lui donne envie de devenir un jour leur épée, et elle est reconnaissante d'avoir entrevu son avenir. Elle deviendra encore plus forte, la pauvre. Elle ignore que notre héros se sent coupable du passé. C'est lui qui a ôté la vie à Bardel. Entendre ces mots a un peu apaisé la conscience de notre justicier. Il sentait ses péchés se racheter, mais quelqu'un est très en colère dans ces terres. Brandenburg vient de recevoir des têtes en cadeau et il est furieux. Avec les têtes, une lettre l'invitait à se rendre dans les terres de Saxon. Il vaudrait mieux ne pas dire non, ils doivent discuter de ce qui s'est passé. Brandenburg occupe un rôle important dans l'Empire, mais même lui ne peut refuser cette invitation. Après quelques jours, il fit ce qu'on lui avait demandé. Rien qu'à regarder Brandenburg, on voit qu'il est terrifié. Le père du héros a été pris de court par son arrivée si rapide et s'excuse pour l'accueil froid. L'air gêné, Brandenburg prétend qu'il n'y a rien de plus urgent que cette invitation, puis bam, il repère deux gamins louches qui traînent. Brandenburg sait que toute cette affaire sent le roussi et se demande pourquoi on l'a appelé ici. Il assure que l'épée de confiance de l'empereur n'aurait pas à voir avec ce genre d'histoire. Saxon, pas convaincu, lâche ses pouvoirs sombres, mais Twist, l'épée sacrée, les bloque. Les soldats, qui n'ont pas esquivé, ont été réduits en un nuage de cendres. Ils n'ont même pas eu le temps d'appeler des renforts. Brandenburg se retrouve seul dans la salle et comprend qu'il s'agit de magie noire, du sérieux, le genre capable de détruire un foyer en une semaine. Il se met à supplier pour sa vie et le duc lui ordonne de se jeter à terre. Brandenburg tente de s'en sortir en disant que c'est une insulte, mais le duc le remet à sa place. Vous n'aurez pas d'autre avertissement pour ce qui s'est passé. Face à cet homme, Brandenburg se sent complètement diminué, il n'avait pas imaginé des conséquences si violentes. Malgré tout, Saxon se présente comme quelqu'un de posé et pas du genre à chercher les embrouilles. Mais si ses enfants sont menacés à nouveau, Brandenburg et sa famille sauront ce que ça signifie. Façon Irak 2003. Sous-entendu, ne mettez pas ces paroles à l'épreuve. Maintenant que le message est passé, Saxon commente que le voyage a dû être éprouvant et conseille de se reposer. Tout penaud, Brandenburg le remercie pour l'hospitalité, mais oups, il ne peut pas rester, il a eu un petit accident. Saxon lui souhaite un bon retour, notre héros a pris un malin plaisir à voir ce fiasco, ça va courir partout dans l'Empire comme une traînée de poudre et les nobles vont se régaler des ragots, tout part d'une étincelle. Le feu va se propager vite, notre héros aura bientôt sa revanche. Plus tard, avec Sophia, le duc va à son bureau parce qu'il a quelque chose à lui montrer. Ce sont les corps des bandits qui ont essayé d'embêter notre héros. Sophia est sous le choc, elle ne pensait pas que son jeune élève pouvait aller si loin. Ses corps sont méconnaissables, les entrailles partout. Pour la première fois, elle se demande si l'avoir formé n'a pas été une erreur et les ducs, inquiets, insistent. Ils ont besoin du flair et de l'intelligence de Sophia pour encadrer ce garçon. On lui a proposé un rôle plus important au sein de la famille. Saxon la considère comme la clé de l'évolution du gamin. Si elle peut le soutenir, tout peut radicalement changer. Sophia mesure le poids de ses mots, sachant que sa mission numéro 1 est d'influencer la vision du monde de cet enfant.
Après des mois, le garçon a fêté ses 10 ans et la foule de la noblesse à sa fête est encore plus impressionnante. Parmi eux, un rouquin singulier, le marquis Uri, qui semblait tout excité à l'idée de rencontrer enfin le garçon. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde était bouche bée devant le buffet de dessert. Ces nobles adorent l'anniversaire de notre petit et rêveraient que ces terres soient un peu plus près de la capitale. L'escouade impériale est la plus imposante et ils aiment bien son style. Tous sont venus à cet anniversaire avec un seul but. C'est un avertissement clair. Ils sont prêts à serrer la vis à la famille du garçon pour ce qui s'est passé. Le messager choisi pour porter ce message se tient juste devant notre héros. C'est le marquis Uri qui se présente, tout poli, le seigneur cramoisi. Pas sûr que ça vous parle, mais il a un côté Hisoka, si vous voyez le genre. Maître de la Tour Rouge, c'est un homme qui aime le chaos et la destruction. Les exécutions sont toujours confiées à des types comme lui. Dans une vie antérieure, notre garçon a été le cobaye des expériences de la Tour Rouge. Maintenant, ce jeune génie va se retrouver sur le grill. Le seigneur cramoisi a entendu parler de ses pouvoirs magiques. Pendant qu'il discute avec notre garçon, des dames jettent des regards intéressés à ce type. Notre héros enchaîne les louanges pour ses victoires et espérait que le marquis profiterait de la soirée. Dehors, Dale sent déjà que fêter son anniversaire comme ça lui pompe toute son énergie. Il préférerait être en train de s'entraîner avec Charlotte maintenant, mais la pauvre est coincée à bosser avec sa mère. Pour sa sécurité, mieux vaut que son nom reste discret, du moins pour l'instant. La balade du garçon est brusquement interrompue par des cris. Un type essaie d'attraper une des servantes de la réception. La servante panique complètement, elle est en grand danger. Juste devant elle, ce rouquin prétentieux se croit tout permis. Pendant que tout le monde fait la fête, ce mec choisit de semer le chaos. Il s'est gavé de nourriture. Maintenant, il lorgne quelque chose de bien plus malsain. Notre héros surgit, prêt à sauver la situation. Furieux, il demande ce que ce crétin croit faire. À la vue du jeune prodige, le noble arrogant se met à trembler. Il ne pensait pas se faire choper comme ça. Pour faire le malin, il demande si le gamin est déjà attiré par les filles. Mais notre héros est trop jeune pour ses bêtises. Puis il propose d'être son mentor en la matière, prétendant lui montrer des trucs sympas. Dale trace un petit cercle magique d'un geste et dit à la magicienne qu'elle sera bientôt hors de danger. Ce monde est complètement taré. Notre héros a dû affronter un autre noble, mais il n'est pas allé jusqu'à l'extrême. Il voulait juste le déstabiliser un peu. Même s'il a assuré, Dale ne recule pas. Affronter des nobles proches de l'empereur, c'est risqué. Le noble, un peu amoché, commence à interroger notre héros, mais Dale n'en veut pas. Il ordonne au rondouillard de s'agenouiller. Quand on lui demande pourquoi, notre héros s'enflamme encore plus, exigeant que le salaud présente des excuses pour son geste. Ici, ça compte, et ce qu'il a fait était profondément irrespectueux. Pour se défendre, le crétin clame représenter l'empereur, ce qui risque d'envenimer la situation. Dale demande si son immunité lui donne le droit de violer la loi. Le type s'énerve de plus en plus et des gros bonnets débarquent. Dale le prévient une dernière fois, puis son père et le marquis pourpre font leur entrée. Le marquis prend le gamin en sympathie, trouvant la scène assez folle. Le père du héros demande ce qui se passe. Dale explique que le type a importuné une servante, mais ça ne suffit pas à calmer les esprits. Saxon n'est pas content et le salaud traite le gamin d'imprudent. Bouillant, Dale le remet en place, précisant qu'il n'a jamais dit qu'il pouvait rester. Puis le garçon explique que ces gens font partie de la suite impériale, des invités venus de la capitale. Malgré tout, le type déshonore son titre en attaquant une femme, il ne peut laisser passer ça. En entendant ça, le marquis salue la clairvoyance du jeune et confirme qu'il a raison. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui représente l'empereur, et là, le seigneur pourpre entre en scène. Il démonte verbalement les figurants, les rôtit sans pitié. Le salaud comprend qu'il est cuit et tente de fuir, mais le feu est déjà à ses talons et il se fait griller sur place. Pendant que le type se fait griller, Yuri loue encore les paroles du héros, disant que son rôle est de nettoyer le bazar de l'Empire et qu'il a hâte de voir ce que deviendra le jeune maître. Après tout ce remue-ménage, la vie reprend son cours. Les invités s'en vont et la paix revient. Le lendemain, Dale se réveille avec une migraine carabinée. La servante qui l'a sauvée le tire du lit. Elle a une mission, le remercier et dire qu'elle est honorée de servir quelqu'un d'aussi noble. Dale est perplexe quant à son hésitation et, un peu timide face aux louanges, il fait le calme et la remercie. Il est l'aîné de la famille et porte le poids du nom, et son père, lui, est aussi impressionné. Le gamin est super intelligent, mais prévient que c'était un coup risqué. Il veut savoir ce que le gamin en pense. Dale se rappelle d'un héros venu d'un autre monde, mort au combat. Sans lui, l'épée du prochain héros serait restée chez eux. Saxon trouve ça presque sacrilège et demande pourquoi le gamin est si sûr, mais notre héros ne peut rien dévoiler. Il savait d'une vie antérieure que l'Empire tramait quelque chose contre Saxon. L'Empire a lâché le héros de peur qu'il ne devienne trop puissant. Dale dit qu'une fois le héros parti, l'Empire n'a rien fait face aux ténèbres qui régnaient sur le domaine du roi démon. C'était aux autres de nettoyer ce bazar. En l'occurrence, à la famille de Saxon. Tant que cette région ne sera pas entièrement purgée, ils auront toujours des problèmes. Pire encore, ils sont connus dans tout l'Empire comme le clan des ténèbres.
Comme le héros a été lâché, il pourrait être les suivants. Saxon, tout oreille, voulait savoir comment on avait mis le héros sur la touche. Dale dit qu'il l'a déduit par ses recherches, l'hypothèse la plus évidente. On raconte qu'il est tombé en héros après avoir affronté Bardel. Maintenant, son père est pensif. Beaucoup de choses ne collent pas. Pour le principal, l'Empire n'est qu'une grosse brute qui s'en prend aux petits. Saxon est soufflé par l'intelligence de son gamin et demande quel devrait être leur plan. Le gamin a été franc, on ne peut pas faire avec l'Empire. Sérieusement, il faut le renverser. Ces paroles ont rendu son père extrêmement sérieux. Saxon demande si le gamin mesure vraiment ce qu'il attend. Dale dit de ne pas déclencher d'émeutes tout de suite, mais il fixe un délai de 10 ans pour agir. Des rébellions surgissent de partout. D'autres vassaux sont dans la même galère, terrifiés à l'idée d'être traqués. L'économie s'effondre et la violence explose, mais dans 10 ans, ils peuvent totalement relancer la prospérité de ces terres. En soutenant d'autres poches de résistance qui grandissent, Dale expose tout son plan au duc. Ils ont parlé jusqu'à l'aube. C'est au type aux longs cheveux de donner son avis. En vérité, il était vraiment emballé par ce qu'il avait entendu, réalisant que ces gamins ont un talent fou. Ce petit avait repéré des choses qu'il n'avait pas vues. Ça le rend encore plus fier en tant que père. Dorénavant, ce n'est plus un simple gosse, mais l'héritier de ses terres. Et comme chef de famille, Saxon a dit qu'il écoutera le gamin et respectera ses idées. Il lui a dit de parler sans rien se retenir. C'est un grand pas pour notre héros qui gagne en autorité. Il est temps de voir de quoi il est capable. Dale veut affronter l'épreuve de la tour située à la nécropole. C'est un peu un jeu de magicien où l'on se mesure au gardien de la tour magique. Plus l'adversaire est coriace, plus la récompense est grosse. Le plus fort reçoit le titre d'ancien et le meilleur des meilleurs décroche le titre de maître. Saxon a demandé si le gamin était vraiment prêt. C'est un endroit ultra dangereux, il n'a pas encore atteint le 3e cercle, donc ça peut être prématuré, mais le garçon a assuré qu'il y arriverait bientôt. D'habitude, le 3e cercle, c'est après le niveau 20. Même s'il est un prodige, Saxon s'inquiète, mais notre héros a dit que c'était son choix. S'il prouve sa force dans cette épreuve, son autorité n'en sera que renforcée et sa réputation explosera. C'est le véritable objectif de notre héros. Une fois de plus, son père a l'air d'approuver et a dit qu'il laisserait le gamin décider. Dale est prêt à prouver à son père qu'il est totalement sérieux. Quelques jours plus tard, il débarque dans la ville des morts. Une voiture à chevaux arrive devant la tour. Des foules sont prêtes à saluer le duc. Notre héros en descend en bâillant, il a dormi tout le trajet. Dale se demande s'il ne s'est pas cette fois mis dans un truc trop gros pour lui. Les gens sont impressionnés par la présence du duc et son gamin prodige, même si on remarque que le gosse n'est pas hyper excité. On murmure aussi qu'il manie l'épée comme un dingue. C'est alors que quelqu'un émet un doute. Vélic, un élément secondaire de l'académie, se voit déjà conquérir la tour. Le duc et son fils sont reçus par un ponte. Ça fait une éternité que Saxon n'avait pas vu Eris, l'une des anciennes de la tour. Lors de l'évaluation, elle assistera le jeune héros. Ravi de la rencontrer, Dale est rapidement pris en charge pour la visite. Avec notre héros, 59 autres candidats participent, tous formés à l'académie. Dale rencontre enfin tous les autres prétendants. Eris commence à accueillir tout le monde. C'est son rôle d'expliquer la première épreuve de la tour noire. Ils doivent commencer avec le collier qu'on leur a donné, le collier de vie. Cette phase est un combat en mêlée générale et ce collier porte un sort de protection. Quand un candidat subit une attaque réelle, le collier agira et indiquera qu'il est éliminé. Ceux qui touchent un adversaire gagnent un point de vie, 3 points et on passe à l'étape suivante. Quiconque utilise des artefacts se fait virer direct, c'est de la triche. Dale n'a pas l'air impressionné par la foule, jusqu'à ce que des figurants croient pouvoir embêter notre héros en supposant qu'il n'a pas encore atteint le 3e cercle. Ils ont même un peu honte d'attaquer un gamin comme lui. Notre héros adore cette arrogance, ça rend l'écrasement des figurants presque trop facile. Enfin, l'affrontement commence et tout le monde prépare ses sorts. Un figurant a réussi à ramener un corps à la vie. Une horde de morts vivants avance vers notre héros, le premier s'apprêtant à lui sauter dessus quand quelque chose l'en empêche. C'est son propre mort vivant, équipé de griffes façon Wolverine et il envoie du lourd. Une énergie glacée se répand, gelant quelques malfrats. Pendant que le Wolverine attaque, les figurants se demandent si ce petit n'est pas déjà un mage double. Le zombie congelé est maintenant complètement explosé. Notre héros a l'air d'être le plus gros boss du coin. Un mort-vivant tente de lui sauter dessus, mais les zombies façon Wolverine le couvrent, protégé par une armure de glace prouvant que l'attaque est complètement vaine. Wolverine, lui, peut encore distribuer des raclées. Ce figurant arrogant croit que mélanger plusieurs éléments est interdit, que ce test est réservé aux nécromanciens de la magie noire. Mais notre gars sait qu'aucune règle ne l'empêche d'utiliser ses sorts. Tant que le test continue, il est dans son bon droit. Les figurants doivent choper s'allier pour abattre notre garçon qui se retrouve encore une fois encerclé par toutes ces créatures. Dale mourrait d'envie de sortir la puissance de ses artefacts, mais comme c'est interdit, il doit inventer un autre plan. Il se faufile entre les créatures et se rapproche de la place du figurant. En chemin, un zombie tente de lui sauter dessus, exactement ce qu'il attendait.
Dale met la créature à terre à main nue et s'empare de l'épée que le monstre tenait, s'en servant pour achever l'ennemi. Les figurants sont complètement flippés, le gamin fait ça avec une aisance déconcertante, cette lame était enchantée, preuve qu'il sait très bien ce qu'il fait maintenant. Un autre ennemi lui envoie un coup brutal, mais notre héros est trop petit pour qu'on l'atteigne. Il esquive et riposte. Après quelques frappes, il réduit le mort-vivant en morceaux. Maintenant, le figurant n'a plus de créature à tyranniser, laissant notre héros aller s'occuper de ces idiots sans défense. Il ne reste que la grande gueule et Dale s'approche de lui tout tranquille. Le figurant supplie, mais notre gars s'éclate. De toute façon, personne ne va vraiment mourir. Alors, Dale assène un coup de lame sur la tête du crétin, juste assez pour le blesser. Résultat du premier tour, Dale est le seul à l'avoir passé, total 60 points. Notre héros espère juste que tout le monde regarde bien car c'est le premier pas vers son destin. Place au deuxième tour, il doit abattre une grosse créature. D'habitude, les qualifiés s'unissent pour la vaincre, mais lui a rendu service à tout le monde en éliminant la concurrence jusqu'à 0. Ça veut dire qu'il doit gagner ce tour en solo. Contrairement au premier, la magie est autorisée cette fois. Même s'il ne peut pas utiliser son artefact, ça n'empêchera pas notre héros de décrocher la victoire. Il est prêt à affronter la bête avec tout ce qu'il a, prêt à lâcher le pouvoir du troisième cercle. Le monstre porte un coup énorme, ravageant une grande partie du sol de l'arène. Dans la poussière, la créature ne voit plus sa cible, puis s'aperçoit que ses bras sont en feu. Dale a lancé un sort au bon moment. Il accélère la décomposition de ce mort-vivant. Aaron et le père du garçon sont stupéfaits par la technique et veulent savoir pourquoi il a choisi cette méthode au lieu de foncer et d'écraser l'ennemi tout de suite. C'est à cause de son expérience passée quand il abattait des monstres à l'épée. Les attaques chimiques, ça marche toujours. Le seul hic, c'est la puanteur qui suit. En recyclant une astuce de sa vie antérieure, notre héros détourne la magie noire d'une façon nouvelle. Ce même jour, il a pulvérisé un record historique en atteignant le niveau 10, laissant les autres verts de jalousie. Comme il y a eu beaucoup d'éliminations, les 59 autres participants peuvent retenter l'épreuve. La nuit de cette épreuve épique, notre héros se rend à une fontaine dans le jardin, sa prof le trouve là, tranquille, et vient le féliciter pour sa performance héroïque. Dale dit que c'est grâce à ses super cours, ce qui la rend encore plus fière. Mais notre gars a une question, est-ce que sa prof serait partante pour un rendez-vous? Franchement, l'auteur de cette scène est un vrai rigolo. Dale mentionne qu'il y a un festival en ville et qu'il devrait carrément y aller. Sophia, encore un peu hésitante, a fini par accepter d'y aller. Elle réalise qu'elle va vraiment à un rendez-vous, et pour elle, ce gamin n'a sans doute pas la moindre idée de ce que ça implique. Notre héros, lui, sait exactement ce qui se trame et a tout organisé. Au centre-ville, le festival bat son plein et des feux d'artifice illuminent le ciel. En flânant, Sophia a dit que son élève devait être épuisé par le test du jour et Dale a répliqué que tout allait bien et qu'en explosant le record historique, il s'était offert quelques jours de repos avant la prochaine manche. Maintenant, il marche en silence dans la ville, sous une lune qui éclaire tout. Dale se rend compte que draguer comme ça n'est plus aussi facile qu'avant, mais ce silence n'est pas du tout gênant. C'est toujours cool de traîner avec sa prof, peut-être parce qu'elle a cru en lui dès le départ, et c'est pour ça qu'il veut se rapprocher d'elle. Il y a quelques jours, quand il a atteint son troisième cercle, il a enfin compris ce que Sophia entendait par le monde précédent. Pour monter de niveau, le garçon doit inonder son deuxième cercle de mana. Une fois de plus, il ressentit la déferlante sauvage du mana, la seule façon d'y parvenir. Dale eut l'impression qu'une épée lui traversait la poitrine, celle de Bradenburg, mais en se retournant, il ne vit rien car il était ailleurs. Peu à peu, il commença à deviner quel pouvait être ce paysage. Atteint par une méditation profonde, voilà le monde intérieur du personnage, et il était totalement vide, dépouillé. Ce vide reflétait sa solitude, puis Sophia tendit la main vers lui et il comprit qu'elle était celle qui illuminait son monde. Dale saisit l'occasion pour avouer qu'il aimait sa prof. Ces mots firent un peu rougir l'enseignante et le garçon répéta qu'il l'aimait. Sophia répondit par un sourire, puis le serra dans ses bras pour la remercier de ses mots. Sophia ajouta aussi qu'ils se ressemblaient beaucoup. Quelques jours plus tard, notre héros devait affronter le défi suivant, mais il était abattu, il n'avait pas progressé avec Sophia qui avait sans doute pris sa confession pour des enfantillages. Grosse déception. Dans ce défi, notre héros doit gagner un duel pour passer à la suite. L'adversaire cette fois est d'un grand humilité et se dit honoré de l'affronter, mais il a bien précisé qu'il ne ferait pas de cadeau parce qu'il s'agit d'un gamin. Dans cette phase, l'utilisation d'artefacts est permise et la protection du collier risque de ne pas suffire, et tout ça favorise le héros qui a dû rester tranquille jusque-là. Dès le début du duel, une attaque fonçait déjà sur notre gars.
Une énorme explosion a eu lieu à cet emplacement. Cet adversaire n'est pas un novice et veut la victoire tout de suite. Dale a réussi à la bloquer, mais une pluie de flèches ténébreuses vise déjà vers lui. Notre gars doit réfléchir vite s'il ne veut pas finir en gruyère. Les attaques deviennent folles. Se faire valoir se croit déjà assuré de gagner, alors que le héros n'a fait que parer ses assauts dingues. Dale pense à invoquer les règles car la première attaque a eu lieu avant le début officiel du combat, une vraie faute, mais comme elle observe, rien n'a été fait, signe que tout est ok ou qu'on veut voir ce que ce jeune a dans le ventre. C'est pour ça que le héros a toujours détesté les sorciers. Le second sort un nouveau tour et invoque une horde de morts vivants pour rejoindre le combat. Il a même prononcé un discours pour ça, des paroles qui ont failli faire s'étouffer le héros de honte. Malgré tout, cet adversaire est vraiment costaud. Dale continue de subir les attaques, ce qui gonfle l'ego du second en voyant le prodige sous pression, jusqu'à ce que notre héros décide d'utiliser sa technique de l'ombre. Même s'il a réussi à se défendre, le second croit qu'il n'y a plus rien à voir. Allez, faites du bruit. Boum! Au cœur de tout ça, notre héros est au milieu de l'action. Après ce mouvement épique, le faire-valoir se pavane, convaincu d'avoir la victoire. Mais quand la poussière retombe, il est scié, personne n'est là, notre héros a disparu comme un ninja. Caché dans l'ombre, Dale se dit que tricher contre un gamin, c'est lâche. Sans aucune idée de l'emplacement de ses rivaux, le type panique. Notre héros sent le flancher dans sa confiance. Il surgit à côté de lui grâce à la magie des artefacts, mais désormais, tous ses mouvements ne suffisent plus. En baissant les yeux, le second voit ses jambes prises par des ombres prêtes à le bouffer. Dale s'en accommode, il veut juste qu'il reste un petit morceau. La foule est bouche bée sur le site, le pauvre mec se fait anéantir par le pouvoir de l'artefact qui le possède de façon terrifiante. Maintenant, c'est au faire-valoir de supplier pitié. Dale hoche la tête à son artefact et les ombres se retirent, laissant le type KO. Pow! Oh oh, son caleçon un peu taché. Après toute cette pression, Dale décroche la victoire avec panache et il est chaud pour affronter les prochains challengers. Mais après ce spectacle d'horreur, ils se dégonflent tous, laissant la voie libre à notre héros. Il en profite pour améliorer son 3e cercle magique et au 20e niveau, un vrai prétendant apparaît. C'est le légendaire chevalier sans tête, prêt à en découdre, une bête façonnée par un ancien de la tour, l'occasion de mesurer sa puissance. Certains doutent même que le jeune prodige passe ce palier, alors Dale, sachant que ça devient vite lassant si c'est trop facile, envoie ses ombres. La foule est scotchée sans savoir quoi attendre. À la surprise générale, le chevalier sans tête s'incline devant notre héros. Dale remporte la victoire sans une égratignure. On dirait qu'ils sont en symbiose, clairement au-dessus. Dale ordonne à la créature d'en finir. Elle se transperce la poitrine, son armure claque au sol. Quelle loyauté, elle abandonne son rôle de gardien. Ce n'est qu'alors que notre héros réalise qu'il a peut-être été un peu excessif. Pourtant, tout le monde est époustouflé. C'est rare qu'une création renvoie à son propre maître. Dale obtient le statut d'ancien dans la tour, preuve de sa valeur, et en s'éloignant, la rumeur s'emballe déjà sur la suite. Même s'il peut monter plus haut, il y a une limite qu'il ne franchira pas. Ici, même les monstres tremblent de peur face à quelque chose d'inconnu, et finalement, l'épreuve du héros se termine. Dehors, lui et son père sont acclamés comme des rockstars militaires. Les nobles et les anciens rivalisent d'aide de respect pour les exploits du garçon. Grâce à sa performance magistrale, les territoires de la région se rallient et jusque dans les confins, des soldats abattent des monstres. Parmi eux, un maître de la lance qui montre des compétences de dingue. Ils agissent tous pour honorer le nom de notre héros et après avoir brillamment réussi la tour, le père de Dale lui remet les rênes de l'escouade anti-monstres. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas le rôle d'un gamin de 10 ans, mais personne ne remet en cause ses capacités. Petit à petit, il unit la région par son travail, et au château, on annonce que l'escouade a neutralisé 145 monstres, et que seuls 3 cavaliers ont eu des éraflures légères, pas de pertes graves. Saxon demande si son fils a usé de magie pour protéger les troupes, mais les gars répondent non, pas nécessaire. Le succès tient à l'entraînement de l'armée, et Saxon rayonne, fier de l'exploit épique de son fils. Helmet est aussi tout excité, persuadé que le héros est prêt à diriger une troupe plus importante. En réalité, le capitaine passe son temps à instruire le garçon sur la théorie et il est convaincu que ce jeune commandera bientôt une armée colossale devenant une légende des guerres territoriales. En plus, Dale s'entraîne encore avec Charlotte. Les deux s'en donnent à cœur joie. Dale remarque qu'elle a monté d'un cran, mais la fille sait très bien qu'elle le suit encore de loin. Surtout que notre héros maîtrise déjà 3 cercles magiques et Zedalokre a écrasé le défi de la tour. Tout le monde bavarde sur ses exploits épiques, son nom tourne en boucle comme un refrain. En la voyant abattue, il a dit à son pote de se calmer, persuadé qu'elle montera vite en niveau. À 10 ans à peine, cette fille est déjà une prodige surdouée.
Elle déteste qu'on la prenne pour une gamine, surtout venant de notre héros qui lui aussi est un gamin. Il l'oublie parfois, il fait le mature, croyant déjà l'être. Au château, Dale a une autre leçon de stratégie militaire avec le capitaine. Ce jour-là, il a appris la stratégie du marteau et de l'enclume. La cavalerie frappe de chaque côté, il faut briser l'ennemi pendant que l'infanterie le retient. On l'appelle ainsi parce que c'est comme frapper une barre d'acier avec un marteau posé sur une enclume. Dale comprend que ça tient à leur cavalerie, mais il a plein de questions brûlantes. Changeant de sujet, il veut des détails sur l'entraînement de Charlotte. Elle n'a pas le don du héros, mais elle sort du lot. Elle maîtrise déjà les bases d'épéiste et devrait hériter bientôt de la technique familiale. Mais il y a un vrai souci. Dale a déjà cerné son adéquation aux techniques d'épée saxonnes. Les chevaliers transforment leur mana en aura pour se renforcer via des astuces de cultivation. Les mages font de même, transmettant leur savoir par les tours. Les chevaliers forment des ordres pour enseigner leurs arts à la génération suivante. Notre gars sait que la prochaine étape de sa vie arrive. Charlotte s'entraîne dur à ses côtés, à fond. La cavalerie ici, ce sont des chars sur pattes. Ils pulvérisent tout, vrai show de puissance. Le style de Charlotte, c'est vitesse et agilité. Elle manie une épée libre mais risque de ne jamais atteindre les 7 mètres d'épée. Il se peut qu'elle ne décroche jamais le titre que son père détenait. Dale sait qu'elle doit maîtriser la technique de l'épée florissante, encore faut-il trouver qui la connaisse. Malheureusement, elle a disparu avec la chute de sa famille, et Dale regrette que ce soit parti. L'entraînement ne s'arrête jamais. Notre héros vit à un régime de fou, chasse les monstres et s'entraîne sans relâche. Il est temps de montrer ses progrès. Une guerre territoriale se prépare. Un autre noble veut sa part d'une mine de cuivre. Les frontières ici sont un peu floues. Le noble ne lâche pas la mine et Brandenburg le soutient, lorgnant sa part du gâteau de cuivre. Notre héros n'est pas ravi. Ses ennemis se montrent sous. Brandenburg a besoin d'une bonne raclée pour se rappeler à l'ordre. Depuis ce jour, notre héros sait que ce crétin mijote une vengeance, mais déclencher une guerre territoriale exige un prétexte solide, et la frontière est l'excuse parfaite. En y réfléchissant, Dale sait ce qu'il faut faire. Il veut commander l'armée, mais son père n'est pas d'accord. Trop tôt pour lui, dit-il, et qu'il arrête ses grandes déclarations. La guerre, ce n'est pas comme combattre des monstres. En suivant le baron, Saxon lui a conseillé de se calmer, la mine est sûre. L'autre le remercie, mais notre héros est abattu. Il est certain d'être prêt et ne comprend pas ce refus paternel. Helmut réconforte les garçons en expliquant que le duc a ses raisons. En oncle sympa, il a organisé quelque chose pour le garçon, lui apprendre un jeu de stratégie. Ça a l'air fun, un peu comme aux échecs, mais complètement différent. Helmut dit que c'est comme une vraie guerre, les règles sont traîtresses, mais il est persuadé que son neveu va cartonner. En jouant contre lui, le garçon apprendra le terrain. Dale s'empare du plateau et célèbre ça comme un roi. En un rien de temps, il était posé avec son père. Dale jette le gant au duc, le défiant à une partie. S'il gagne, il obtient le feu vert pour commander les troupes. Il a compris que la guerre n'est pas que violence, c'est aussi un duel d'esprit, et il veut le prouver. Helmut s'excuse pour le cirque, mais le duc valide le plan des gamins. Si Dale gagne, son vœu est exaucé. Dale hoche la tête, remercie, mais son père prévient « Tu perds et tu la fermes pour de bon, la partie commence ». Notre héros est dans son élément. Helmut regarde bouche bée devant l'action. La victoire vient facile et c'était en plus le 3e succès consécutif du garçon. Tout ce qui l'intéresse, c'est que la promesse soit tenue. Faute d'autre choix, Saxon demande depuis quand son fils connaît les règles. Dale répond qu'il a lu un livre dessus il y a des années. Franchement, un joli mensonge. Ils doit désormais tenir parole. Saxon confie les rênes au garçon pour la bataille à venir, au grand stress du capitaine. Saxon rappelle aussi que l'honneur de la famille est en jeu, perdre n'est pas envisageable. Il demande encore si Dale peut vraiment gérer, mais notre héros reste calme. Il a déjà été le héros auparavant. Saxon est soufflé par cette confiance. Bientôt la nouvelle se répand jusqu'à Brandenburg et le duc veut savoir ce que mijote son fils. Avec une bouteille de vin à la main, il dit au vieux de se calmer. En face, il n'y a qu'un môme de 10 ans. Felipe, l'aîné, voulait mener les troupes dans cette attaque, mais Brandenburg n'était pas ravi. Il savait que Kid n'était pas un kidam et était certain que son fils ne tiendrait pas la comparaison, même après 100 ans d'entraînement. Pour lui, Philippe n'était qu'un jeune fêtard. Furieux, le vieux regrettait de ne pas avoir récupéré Charlotte quand il le pouvait. Il laissa quand même son fils accompagner les chevaliers, mais pas pour commander, juste pour faire le malin. Felipe était confus en apprenant que le vrai chef serait le chevalier Milva et qu'il n'était là que pour la galerie. Pour conclure, Brandenburg ordonna au chevalier d'escorter le jeune fêtard dehors. En vérité, le méchant était vraiment à cran. Il voulait participer à la bataille, mais ne voulait pas s'acharner contre un gamin. Maintenant, il pensait que tout cela faisait partie du grand plan de Saxon. Pendant ce temps, du côté de notre héros, Helmut restait inquiet. Au bout de quelques jours, ils arrivèrent sur le terrain du baron Greenbelt. Le baron était paniqué, il ne s'attendait pas à voir le héros ce jour-là, ses nuits étaient agitées rien qu'à l'idée que ce ne soit qu'un gamin. Il alla vers notre héros en disant qu'il était content qu'il soit venu, mais à l'intérieur, il flippait.
Faire confiance à un gamin n'était pas évident, mais comme le garçon était le fils du duc, il l'invita à un festin. Le garçon répondit qu'il n'avait pas le temps. Cela affola encore plus le baron. Notre garçon dégaina son épée. Il dit qu'il devait inspecter les troupes pour trouver le soldat le plus coriace. Le comte n'avait pas l'habitude d'être ainsi menacé, épée sur la gorge, et le héros prévint qu'il ne répéterait pas. Alors un soldat s'avança, se proclamant le chef suprême de ses troupes. Personne ne pouvait le battre dans la région et il était prêt à donner une leçon au gamin, persuadé que le destin l'avait choisi pour restaurer l'honneur du comte. Mais en regardant le soldat, notre héros fut un peu déçu. Il retira tout de même l'épée du cou du comte. Une chose que notre garçon savait, ces gens doutaient de lui parce qu'il n'avait que 10 ans mais commandait une grande mission. En réponse, Dale déclara qu'il doutait aussi de leur capacité et que la meilleure façon de se lier était par l'épée. Mais il fallait que ce soit amusant, le soi-disant plus fort n'était qu'un fêtard, preuve de sa médiocrité. Comme le combat n'était pas vraiment le truc, Dale demanda au chevalier si c'était pour gagner des points de bravoure. Ces mots mirent le chevalier dans une colère noire. Le type en plus s'appelle Arbuck et tient à restaurer l'honneur du lieu. En un rien de temps, tous deux se préparèrent, prêts à en découdre pour ce duel, loin d'être tranquilles. Dale demanda si la nuit avait perçu les exploits épiques qu'il avait déjà accomplis. La nuit acquiesça et notre héros sentit une sacrée confiance en lui. Peut-être qu'il mijote une ruse pour surprendre le garçon. En un éclair, le chevalier chargea le protagoniste, mais dès que les épées s'entrechoquèrent, notre héros activa sa défense d'ombre, pratiquement incassable pour ce pauvre figurant. Dale nota aussi que le chevalier n'émettait aucune aura, peut-être qu'il n'en a même pas. Si ce type y va à fond, notre héros ne se retient pas non plus. Il intensifia ses ombres et invoqua un cercle magique. Un peu paniqué, le figurant comprit qu'il était piégé dans l'obscurité et commença à flipper sérieusement. Pour faire le chevalier, il tenta de trancher l'ombre avec son épée, mais face à des assauts qui ne s'arrêtent pas, l'artefact brouilla sa concentration. Il essaya d'atteindre le protagoniste, mais ce fut un échec total. En voyant ces manœuvres, Dale pensa que ce chevalier n'était pas si terrible. Puis, sans prévenir, le chevalier s'effondra comme s'il avait glissé sur une peau de banane invisible. Dale resta planté là, encore sous le choc, se demandant si c'était réel. Il n'en revenait pas que le chevalier ait été battu si facilement. Maintenant, le comte sut, à grosses gouttes, d'un de ses meilleurs soldats K.O. avant le grand événement. À ce moment, Dale demanda si le comte se rendait vraiment compte du pétrin. Avec des compétences aussi minables, ses troupes ne feront que ralentir la bataille. On dirait qu'il comptait se poser et regarder depuis l'abri pendant que notre héros fait tout le boulot. Si c'est son meilleur chevalier, Dale a du souci à se faire. Pour autant, Saxon tiendra sa promesse de garder la mine, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent beau se relâcher, ils doivent rester prêts au combat. D'ici là, la bande du protagoniste sera l'épée de la région. Le comte doit maintenant bouger, soutenir notre gars ou risquer de perdre ses terres. Dès qu'il eut fini son discours, Dale vit tous les soldats s'agenouiller, ils lui juraient fidélité. Au château familial du protagoniste, Hélène pleurait à chaudes larmes, mais on la réconfortait. Saxon est convaincu que son gamin a bien plus de talent qu'on ne le croit, et qu'en grandissant, il découvrira des horizons qu'on n'imagine pas. Il est sûr que ce gosse régnera un jour sur le monde. En se réveillant crevé, le protagoniste réalisa qu'il était entouré de parfaits novices. Brandenburg n'a pas choisi cet endroit au hasard. Il savait que ses troupes n'étaient pas prêtes. Le lendemain matin, les soldats ont commencé la journée par un travail harassant, traînant des pierres énormes, mais ils ne sont pas assez en forme pour terminer l'entraînement. Notre garçon a regardé l'entraînement se dérouler. Ce type en plus, le plus costaud du groupe, est déjà HS. Ses troupes doivent repartir des bases, se mettre en forme est indispensable, et Dale a envoyé le messager chez le baron Parker pour lancer les négociations. Notre héros ne veut pas de conditions bidons et avant la bataille, il veut parler à certaines personnes. Une tente de négociation a été montée à la frontière et le gamin le plus prometteur de la galaxie y attend déjà. Des renforts ennemis sont attendus dans quelques semaines, ravitaillement et attaques semblent inévitables, et la force du baron Parker n'est pas à sous-estimer. Le baron est accompagné de Felipe, ce qui met notre protagoniste aux anges. Il l'avait un peu senti venir, ce commandant n'est que pour la galerie. Dale sait que c'est un parfait inconnu. Milva, le chevalier derrière lui, est le vrai chef de l'escouade, et notre héros les a salués avec une politesse outrancière. Felipe a cette attitude arrogante et veut savoir si le garçon est vraiment prêt à négocier après tout ce temps. On dirait que le gamin a été effrayé par une vraie guerre. Dale a renversé la question en demandant pourquoi ils avaient accepté la négociation. Il a bien précisé qu'il ne parlait pas à Felipe. Notre héros ne converse pas avec une marionnette. Il veut des réponses du vrai commandant, le chevalier Milva, et ce geste de notre garçon les a mis en rogne. Pour prouver son point, Dale a demandé pourquoi une épée sacrée traînait là, surtout quand le soi-disant commandant n'a aucun talent. Milva a dit à Felipe de ne pas se formaliser de ses remarques, mais le véritable commandant a commencé à flipper. Peu de gens savent que Brandenburg a des comptes à régler avec son fils fêtard, donc ce gamin ne devrait pas connaître ce genre de secret ultra confidentiel. Dale en a profité pour jeter de l'huile sur le feu, demandant à Felipe ce que ça fait d'être détesté par son propre père. Milva a interrompu en déclarant la discussion close, il est temps de déguerpir, et vite.
Mais le pauvre Playboy est déjà pris au piège du protagoniste, qui lui demande s'il a besoin d'autorisation pour parler en obéissant à quelqu'un de moindre rang, comme si le chien promenait son maître. Milva dit à Felipe d'ignorer ses paroles, mais le type est déjà furieux et réclame le silence. Les deux se chamaillent maintenant à haute voix pendant que notre héros les observe en souriant. À ce rythme, cette dispute risque d'être plus épique que l'histoire elle-même. Et comme la marionnette a fini par montrer ses ficelles, le but du héros est de bouleverser la chaîne de commandement ennemie. Il n'a jamais voulu négocier pour de vrai, alors il a ordonné à son propre chevalier de rester dehors. Dale est désormais en solo et a demandé à discuter en privé uniquement avec les véritables chefs du commandement, et Felipe a accepté, ce qui a rendu le vrai commandant encore plus nerveux. Milva s'est fait débarquer assez violemment grâce à sa carte Bradenburg vraiment sans ménagement. Le vrai commandant est maintenant super inquiet. Ce fêtard est tombé droit dans le piège ennemi, et pour ne pas enfoncer le couteau, Milva a quitté la cabine. Le héros a salué ce coup et a dit à Felipe qu'il était venu uniquement pour négocier, mais le jeune Playboy n'achète pas l'histoire. Dale a déclaré que si les chevaliers de son père se retiraient, il pourrait fournir à l'armée de Felipe tout le ravitaillement nécessaire pour rentrer chez eux. Cette offre a profondément offensé le Playboy, gravement. Dale a présenté ses excuses pour la pique précédente, mais a clairement dit qu'il ne veut pas de ses troupes ici, sinon beaucoup des chevaliers de Felipe vont y passer et d'autres seront capturés. C'est la dernière chance pour Felipe de sauver la face. Ça a fait esquiver un sourire à Felipe qui a dit que Milva avait raison, que cette réunion n'était qu'une provocation. Dale regrette que son offre ait été rejetée, mais l'air sûr de lui, il a affirmé que c'était la dernière proposition. Quand la bataille sera terminée, ce ne sera pas Milva qu'on tiendra pour responsable de l'échec monumental, mais l'aîné complètement dépassé. Felipe a traité ça de pure fantaisie, jurant que le gamin ne gardera pas son sourire longtemps car il compte bientôt montrer à tout le monde de quoi il est capable. Après ce flop de négociation, la patrouille sur les remparts a été renforcée. Milvaz garde un œil sur son équipe qui a repéré un grand mouvement dans les forces saxonnes, mais le commandant réfléchit surtout au calme affiché par notre héros. À aucun moment il n'a paru être un novice, donc ils doivent profiter de l'occasion pour écraser la menace tant que ce n'est encore qu'un gosse, afin que ça ne devienne pas un casse-tête plus grave pour l'Empire. Milva a dit à son équipe qu'il ferait taire ce gamin une bonne fois pour toutes. Un messager a informé notre héros que la force principale ennemie avait commencé à bouger. Dale était déjà prêt pour ça. Il est temps de mener ses hommes au combat en les galvanisant pour qu'ils donnent tout pur et sans demi-mesure. Les trompettes retentissent, la bataille s'engage vraiment, les figurants tombent comme des mouches, Milva charge plein d'arrogance, en tête de sa cavalerie. Leur plan, empêcher les troupes du héros d'avancer et garder la situation sous contrôle, Felipe doit rester à l'écart du chaos. Les forces de Parker tiennent un flanc pour frapper les chevaliers à ceinture verte. Pendant ce temps, Milvaz mènera les troupes d'élite pour écraser le héros et il sait qu'il ne doit surtout pas rater ça pour rien au monde. Les soldats commencent à comprendre que ça devient hyper intense, la cavalerie charge à fond, le chaos monte entre eux de plus en plus fou, mais les troupes du héros sont aguerries et disent à leurs potes que ça ne va pas se dérouler n'importe comment. En regardant en arrière, les figurants ressentent une vague de soulagement. Le héros est juste là au cœur du champ de bataille. Avec une voix qui n'a pas encore mué, le môme hurle aux troupes de ne pas reculer. Ils doivent se battre pour l'honneur de leur nom. Le cheval de notre gars fraye un chemin à travers une bande de bras cassés. Milva surveille de près sa cible qui s'avance pour l'affrontement. Il croit que le gamin fait office d'appât, mais c'est justement ce que Milva cherchait. Puis il se lance à l'assaut, force juste derrière lui, la cavalerie saxonne n'autorise personne à approcher du héros facilement. Les deux camps s'affrontent dans un duel mortel. Milva est à fond pour une victoire nette et sans bavure. Il ordonne à ses chevaliers de repartir à l'assaut en quête de la victoire. C'est l'heure de faire étalage de leur statut d'élite. D'un coup de lance, Milva vient de mettre KO un figurant. Mais attends, un chevalier est visiblement passé à côté du cours. Casque 101 est prêt à se venger. Milvaz sent la lame venir vers sa nuque, mais pro comme il est, il coupe court à l'attaque et continue à percer le champ de bataille, taillant et fendant, tout ça pour se rapprocher de notre gars. Puis il remarque quelque chose de vraiment louche. Les ennemis tombent comme des mouches et un chevalier du corbeau nocturne crie « Retraite !» C'est l'escouade du héros. Il devait être sauvage, mais c'était une promenade de santé. Puis un message du flanc arrive. L'équipe de Parker se fait défoncer. De l'autre côté, les figurants se font anéantir. Personne ne comprend pourquoi les types à ceinture verte utilisent de l'aura sur leur matos. Felipe reçoit l'info. Ils veulent que son escouade aide aussi, parce que l'équipe du héros est en pleine furie de l'autre côté. Felipe, tout plein d'ego, veut abattre notre héros. La nouvelle parvient à Milva. Felipe envoie sa troupe en zone dangereuse en ignorant les ordres du vrai stratège. Les flancs sont cuits, les renforts arrivent. Aveuglé par son ego, il croit pouvoir écraser l'ennemi. À ce rythme, ils vont se faire encercler. Un des conseillers de Milvus dit qu'il devrait se tirer, mais le commandant n'a pas envie de partir. En regardant notre héros, il sait que ce n'est pas fini. Il est
temps d'écraser cette arrogance par l'action. Milvus regroupe ses chevaliers à nouveau, il n'y a qu'une façon de gagner, ses gars fidèles sont prêts à monter au casse-pipe une dernière fois, tout le monde prête serment sur l'épée. Milvus demande un petit coup de pouce divin. Gonflé à bloc, il promet qu'ils trancheront l'ennemi comme du papier. Ses hommes chargent. Convaincus de pouvoir renverser la situation, les troupes ennemies se rapprochent non de notre type. À son sourire, on dirait que tout se passe comme prévu. Dans la confusion de la bataille, on perd facilement la vue d'ensemble. Le stress et l'adrénaline embrouillent n'importe qui, même un vieux de la vieille comme Milvus n'y échappe pas. Et maintenant, il voit notre gars utiliser une flèche magique. C'est la flèche glacée de Dale, devenue redoutable. Tir impeccable, gros plan sur les ennemis. La cible du héros, l'un des chevaux. Ça suffit pour mettre un chevalier hors jeu. Milvus comprend que le gamin a une visée folle. Ce sort n'est pas une plaisanterie, et tout ça à cheval, niveau supérieur. Et notre héros n'en est qu'au début. Il crée un énorme mur de glace pour bloquer les assaillants. Il se retrouve de coincé derrière ce barrage épique. Dale donne le feu vert à son équipe. Temps d'enclencher l'attaque réelle, ces chevaliers sont chauds pour le combat, c'est le spectacle. Des figurants de l'autre côté commencent à tomber, Milvus regarde le chaos se dérouler, complètement dépité. Ils se sont fait avoir, tout n'était qu'un stratagème. Pour couronner le tout, Felipe a pris la pire décision et le danger se referme aussi sur lui. Tout le monde se fait broyer par l'attaque, la ligne de front est cuite. Milvus s'énerve de plus en plus, il ne lui reste qu'une seule option. Fonçant contre le mur de glace comme un chef, montrant qu'il est une bête, il brise le mur, pensant cette fois mettre un terme à la saga militaire de notre héros. Mais Dale, pesant tout juste 28 kg et demi, ne bronche même pas, le sang gicle partout. À la fin de la journée, tous les ennemis survivants sont capturés. Le commandant, plus une menace, a reçu une promotion sur le champ de bataille, prisonnier. Son manuel militaire fut sa perte, chose que notre héros sait trop bien, ayant été protégé par des chevaliers toute sa vie. Abattre ces méchants fut un jeu d'enfant. Un soldat lui a tout lâché, le baron Gribelt l'avait coincé. Tous les chefs ennemis ont été arrêtés. Milva pense que tout est la faute de Felipe. Notre héros a compris qu'il n'y avait aucune confiance entre eux. Il a donc tendu un piège sournois aux deux, profitant du chaos de la bataille. Et bam, il leur fit creuser leur propre tombe. Fidèle à l'esprit de l'Empire, Dale veut bien accorder un sursis contre quelques pièces d'or. Mais ses soldats sont bien trop orgueilleux pour accepter. Notre héros n'est pas du genre à enfoncer le clou. Le premier de ses hommes vient d'être neutralisé. Le commandant passa à son tour à l'action et ce qu'il fit stupéfia ses hommes, il s'inclina devant un gamin de 10 ans. Milvus ne l'a pas fait par peur de passer l'arme à gauche. La vraie raison de sa présence, c'était pour répandre la nouvelle. Notre héros est une bête. Il a ordonné à tous ses chevaliers d'en faire autant. Aux yeux de l'Empire, ils demandent à être traités comme prisonniers de guerre. Dale ne s'attendait pas à ce qu'il s'agenouille, pas besoin d'en rajouter. Brisant la tradition, Dale s'assura qu'aucun d'eux ne sortirait vivant. Il ordonna à ses chevaliers de passer à l'action. Tous furent secoués par cet ordre. La tradition impériale ne plaisante pas, mais la parole de notre héros fait loi là-bas. Les sots. La tradition impériale ne plaisante pas, mais la parole de notre héros fait loi là-bas. Les sots. La tradition impériale ne plaisante pas, mais la parole de notre héros fait loi là-bas. Les sots. La tradition impériale ne plaisante pas, mais la parole de notre héros fait loi là-bas. Les sots. Les troupes d'Aile étaient cuites, tout a été anéanti, la cavalerie noire avait encerclé les forces principales ennemies. Felipe est totalement déstabilisé par le regard suffisant de notre héros. Ses soldats le supplient de prendre une décision, mais le pauvre mec a perdu la boule. Il ne veut pas perdre comme ça, alors il ordonne à ses hommes de se battre jusqu'au bout. Ils n'ont pas l'habitude de se rendre sur un champ de bataille. Ça rend les chevaliers nerveux en sachant qu'ils ne peuvent pas gagner, mais Felipe insiste pour qu'ils obéissent. C'est leur dernier carré, le cheval de Felipe s'est emballé parce qu'un ennemi est apparu, prêt à taillader avec son épée. Felipe était figé de peur, il préférait claqué dans son lit plutôt que sur le champ de bataille. La victoire de notre héros a été totale et épique. Tout s'est déroulé comme prévu et le jeune maître récoltait les louanges de ses troupes. Felipe a été capturé et faisait son cinéma pour être relâché. Notre gars a vite compris que ce type arrogant n'avait aucune notion de la vraie vie. Le pauvre n'arrêtait pas de jacter et le héros savait qu'il filerait du champ de bataille pour sauver ses hommes. Felipe prétendait qu'en bon commandant, il devait tenir jusqu'au bout. À la fin du combat, Dale pensait que ce gars vivait sur ses derniers instants, complètement terrifié. Felipe demanda à un gamin de patienter en disant qu'il accepterait volontiers un duel pour décider de l'issue. Un des chevaliers du héros trouva ça sacrément prétentieux, mais notre garçon laissa passer et accepta le défi du prisonnier.
Felipe sentit une lueur d'espoir. Dès qu'il vit une ouverture, il se rua sur notre garçon. Il se croyait un grand stratège et était sûr que le héros mordrait à l'hameçon. C'était l'heure pour ce petit prétentieux de tomber, mais les ombres du héros transpercèrent la main du playboy. Felipe n'y comprenait rien, mais dès que la douleur le frappa à la main, il hurla comme un gosse implorant pitié. Dale lui lança un regard qui disait « Sérieusement ?» Il comprit que Monsieur le Playboy resterait un raté jusqu'au bout. De retour au pays, Dale eut l'accueil d'un héros, comme s'il venait de gagner la Coupe du Monde. Ses exploits circulaient à toute vitesse et tu sais comment les gens aiment en rajouter, mais tout le monde n'était pas emballé. Certains disaient « Et toutes les nouvelles ne sont pas bonnes, il y a eu beaucoup de sang, peut-être que les dieux pensent, calmez-vous, c'est trop. » Un vieux du clergé affirmait que les dieux toléraient le gamin pour l'instant, mais qu'un jour il pourrait devenir un peu trop fan de l'épée. Au château, quelqu'un tournait en rond d'impatience pour notre héros. C'était sa petite sœur Lise, à peine 2 ans, mais déjà façon mini Shakespeare. Avec ses grands mots, elle lui lança un truc du genre « Tu m'as grave manqué, frérot ». Helmet était là aussi, tout sourire, applaudissant la victoire. Notre gars allait voir son père, croisa Charlotte et son professeur en chemin, il leur fit un signe, puis arriva près de ses parents, prêt à leur raconter sa grosse victoire. Saxon lâcha « Tu as tout déchiré, gamin » et notre héros répondit « Sans ma super équipe, rien n'aurait été possible. Le chevalier Intello Bale eut aussi un bravo et Elena pensa que l'enfant devait être complètement KO après tout ça. » Elle lui dit « Mec, tu dois faire une sieste tout de suite. » Mais le bonheur du garçon explosait. Il n'était pas rentré depuis une éternité. C'était un grand moment pendant que Bradenburg perdait son sang-froid, bouillant comme une marmite. Il exigeait de savoir où étaient ses troupes et son fils inutile. Un soldat avoua qu'il avait été anéanti et que la plupart des survivants étaient prisonniers. Felipe comprit. Il faudrait une sacrée somme d'or pour les racheter. Bradenburg était stupéfait que ces incapables aient survécu à un tel fiasco. Il voulait les jeter en prison pour lâcheté et ordonna qu'on les enferme et qu'ils commencent à payer pour leur erreur. La bataille entre ces deux armées entra dans la légende et on raconte encore les exploits de notre héros. Dale se forgea la réputation d'être impitoyable avec ses ennemis et il finit par remporter le gros morceau. Pour son anniversaire, son père lui réserva une surprise. Il le fit vicomte, un titre qui en jette. Le héros remercia et en profita pour dire qu'il avait un plan qui mijotait. Des rumeurs sur son côté brutal circulaient, des chevaliers fidèles à la déesse avaient subi sa colère et l'église n'allait pas être contente, le garçon voulait rencontrer le pape en personne pour redorer son image. Le duc dut réfléchir à la demande du jeune perplexe, il croyait que la peur c'était le pouvoir et voilà que le gamin voulait changer de réputation. Dale voyait l'église comme une alliée de poids, Saxon demanda si un plan secret existait et notre héros répondit « carrément ». Il allait leur faire une offre qu'il ne pourrait pas refuser et tant qu'à faire, il comptait subtiliser le grimoire interdit. Quelques jours plus tôt, il avait fait un cauchemar venu des ténèbres. Un zombie l'avait saisi, une épée dans la poitrine, lui demandant s'il se souvenait de sa propre mort. Comme dans un rêve, il se vit lui-même jusqu'à ce qu'une épée le transperce. Dale se réveille en sursaut, tout tremblant et haletant. Il est dans l'abîme de son esprit, la scène la plus flippante à ce jour. Notre gars est encore hanté par la solitude et ses démons intérieurs qu'il trouve franchement nuls. Quelque chose manque, pense Dale. Pour dominer son monde intérieur, il lui faut plus de puissance. Comme un chevalier a besoin d'une épée, un grand mage a besoin d'un grimoire. Le périple de notre héros commence enfin, il quitte son foyer, le chemin traverse une zone de bataille, loin de la portée de l'Empire. Après sa défaite, au baron Parker, il ne restait plus qu'une option. Il a basculé dans la vie de bandit et notre garçon se fait arrêter par des types louches. Une pluie de flèches d'avertissement frappe le sol et stoppe la charrette. Ces gars veulent savoir pourquoi on empiète sur le territoire de Parker. En regardant ces bandits, on voit tout de suite ce qu'ils cherchent. Ils annoncent aux voyageurs qu'il faut payer un péage. Dale reste cool et répond qu'il a justement quelque chose pour ce moment. Le brigand au bandeau pense que la cible va être facile. La bande s'empare d'un sac énorme. À l'intérieur, des pièces d'or par paquet, bien plus que ce qu'ils espéraient. Ils laissent donc la caravane repartir en croisant les doigts pour que notre héros repasse. Et ils se disent qu'ils vont pouvoir continuer à racketter ainsi. Le voyage reprend jusqu'à un nouvel obstacle. Le baron Parker traîne avec les bandits et les sermonne. Comment ont-ils osé laisser passer des gens sans réclamer le péage ? Le chevalier de notre héros assure qu'ils ont déjà payé et que doubler la mise, non merci. Les bandits rient, rien n'a été payé, ils viennent d'arriver et eux, ils respectent la loi de l'Empire. Saisissant l'instant, le baron lance qu'on leur prenne tout s'ils veulent rester en vie. Face à ce soi-disant héros de guerre, Parker se la joue menaçant, mais notre héros est prêt. Et après ça, il se met à rire aux éclats. Dale répond qu'il ne se souvient d'aucun héros de ces contrées. C'est là que le baron comprend avec qui il a affaire. Malgré tout, il ordonne à ses hommes de rester calmes.
Ce ne sont que deux voyageurs, un combat qu'ils pensent pouvoir gagner. Ils ont l'avantage, dit Dale. Le chevalier à lunettes n'attend que le feu vert, pas besoin d'intervenir. Furieux, Parker donne l'ordre aux archers de lâcher, les flèches pleuvent qu'au sur le garçon, mais son chevalier à lunettes les pare, une vraie bête au corps à corps, prêt à riposter. Les figurants sont maintenant complètement effrayés. Le chevalier aux lunettes est déjà tout près de certains, tranchant des membres à la lame de son épée, et il reste encore pas mal de cibles potentielles. En voyant le chaos se répéter, Parker n'en croit pas ses yeux. À genoux, il supplie le jeune maître de lui accorder grâce, promettant fidélité pour toujours. Mais notre jeune héros est aussi une carte sauvage, il n'a aucune raison d'y aller mollement, le voyage continue. Il en a croisé des tonnes comme ça en chemin avant d'atteindre enfin l'endroit, la cité sacrée où se situe le QG de l'église. Ce que fait notre héros n'est pas un pèlerinage, il sait que les religieux sont des experts en jugement. Notre garçon est maintenant devant une porte massive et se rapproche d'un gros bonnet ecclésiastique. Le cardinal Nicolas, un grand patron de l'église, aussi mage blanc de 6e cercle et fervent admirateur de la déesse. Le clerc a entendu parler du bain de sang lors de cette bataille, pensant que tous avaient été sacrifiés au quoi il se désole, et notre garçon est d'accord. Dale avoue que ses choix ont été mauvais, causant plus de sacrifices qu'il n'en fallait. Pour redorer son image, il est venu ici, mais même le chevalier aux lunettes en doute. Quoi qu'il en soit, Dale dit au prêtre qu'il espère que ce voyage n'aura pas été vain. En voyant le gamin, le cardinal se dit que les horreurs du champ de bataille ont peut-être changé sa vision. Si c'est le cas, parfait. Nicolas affirme que la miséricorde de la déesse est pour tous, aucun péché n'est irrémissible. Le garçon se relève à cette idée et le cardinal le confirme. Dale demande si c'est pour ça qu'il a vendu la nation sacrée à l'Empire. Nicolas se montre mal à l'aise, jugeant que les taquineries du garçon sont excessives. Dale explique qu'avant que l'État ne soit annexé par l'Empire, les 12 évêques ont tenté de convaincre le pape d'accepter. Nicolas y a participé aussi, mais le vieux pape a refusé de signer le traité jusqu'au bout. Alors le pape s'est retrouvé dans une sorte d'habit de bois. Tout ça parce que les évêques l'ont poignardé dans le dos. Dale veut savoir si la déesse a pardonné au cardinal d'avoir cédé sa nation, ce qui met Nicolas en colère, pensant que le garçon cherche à expier, alors qu'en réalité il n'a fait que répandre des mensonges. Dale dit que tuer l'envoyé d'un duc ne fera taire personne, parce qu'ils ne veulent pas exhumer les sales mensonges de l'église. Ils veulent que le cardinal subisse les conséquences de ce silence, et tout ça n'est qu'un bluff de notre héros. Après réflexion, Nicolas se calme et demande ce que veut le garçon. Dale sait qu'il existe une archive secrète dans cette cathédrale où l'église planque des livres interdits. Le gamin meurt d'envie d'entrer dans cette bibliothèque sans chichi, parce que c'est là que traîne le grimoire le plus flippant, le livre de la chèvre noire. Notre héros descend déjà ces escaliers sinistres, une seule personne peut y pénétrer. Le cardinal a dit « Tout ce qui descend là-bas, l'église n'y est pour rien ». Il a aussi précisé que le gamin ne peut prendre qu'un seul livre et doit se taire à jamais sur les secrets de l'église. Dale a répondu « D'accord, pas de souci ». Il prête serment devant le cardinal en puisant dans une magie qui risque de lui coûter la santé. C'est un des tours de fierté de la Tour Blanche. En descendant, Dale sait que s'il brise l'accord, son cœur va lâcher. Il arrive enfin à la porte de la bibliothèque interdite, à l'entrée, un avertissement glacial, une fois dedans, abandonner toute espérance. En ouvrant la porte, le gamin pénètre la bibliothèque, on ne l'appelle pas l'enfer pour rien. C'est un véritable donjon. Les livres sont des trésors qui sèment toujours le chaos, mais Dale doit retrouver son grimoire au plus vite. En chemin, il tombe sur du monde. Une troupe de chevaliers arrive vers lui, le laissant un peu perplexe. C'est probablement la protection de l'église réanimant ses corps pour garder l'endroit, mais les ombres de notre héros sont toujours prêtes à dévorer quelqu'un. Tant qu'on ne regarde pas, Dale peut faire ce qu'il veut. Avec ses compétences, il neutralise tous ses chevaliers sans sourciller. Il est content de ne pas devoir cacher sa puissance, mais il doit rester concentré sur l'objectif. Après avoir versé un peu de son sang, Dale prononce un autre serment. Il se proclame héritier de sa famille et invoque le clan des ténèbres pour sceller le pacte. Une voix mystérieuse dit que son sang est d'une force rare et veut conclure une alliance. L'entité en face semble plutôt emballée. Notre gars perçoit la bascule d'énergie dans le lieu, l'entité sent sa soif de vengeance et son instinct de tueur. Dale se retrouve dans une immense mare de sang comme s'il était à l'intérieur d'un des livres. Une entité surgit derrière lui pour sceller l'accord, promettant d'effacer tous ses ennemis. Ce qu'elle offre, c'est une piscine de sang faite des corps des traîtres. En scrutant la scène, Dale comprend qu'il se trouve dans le livre du massacre. Il recèle des techniques secrètes, parfaites pour anéantir des foules d'un seul coup. Ses pouvoirs sont hors normes, mais ce n'est pas ce que notre héros cherche maintenant, et il dit à l'entité de reculer, précisant que ce n'est pas ce qu'il veut. Vexé, l'entité tente d'attaquer, pas contente de s'être fait refuser. Elle ajoute aussi qu'il ne pourra pas partir vivant après tout ça. À cet instant, Dale exhibe la puissance de son artefact d'ombre. Ce n'est qu'un monde de carton dans un livre. Ce monde ne peut rien contre ce qu'il possède, mais tout change quand les rôles s'inversent.
Le monde de notre héros avale complètement cette dimension et il n'a même pas transpiré. L'entité, déconcertée, se demande comment elle se fait engloutir par l'univers intérieur d'un gamin. Dale rétorque que le bilan de mort de son créateur n'arrive même pas à sa cheville. Il a perdu le compte des villes qu'il a réduites en cendres. Ce n'est qu'un aperçu de son passé, mais l'entité, enragée, tente de riposter pour éviter d'être dévorée. Avant qu'elle ne puisse frapper, son corps est totalement pulvérisé. C'était censé être impossible, mais pour notre héros, c'était une formalité. Il retourne enfin à la bibliothèque. C'est alors qu'une fille aux cornes lui parle. En se retournant, Dale se demande pourquoi elle a pris la parole. La fille dit qu'elle se sent terriblement seule et qu'elle a été contente d'avoir une visite, car elle veut savoir si on va traîner avec elle. L'endroit où elle est froid et désert. Le livre du bouc noir a été rédigé par un immortel qui a sacrifié sa propre fille, et l'avatar du livre a l'apparence d'un enfant pour cette raison. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, Dale demande à l'entité de sceller un pacte. Pour cela, elle exige que le gamin lui montre son monde intérieur. En le voyant, elle trouve l'endroit magnifique. Maintenant, elle est encore plus séduite par notre héros. Mais voilà le twist. Elle veut le scoop sur qui sont ces gens et l'entourage de Nicolas traîne avec des chevaliers. Il n'aurait jamais cru que ce petit môme mettrait la main sur un livre aussi dangereux. Dale, lui, demande « Qu'est-ce qu'un cardinal fait dans un endroit pareil ?» C'est partie intégrante de leur accord de garder les affaires de la bibliothèque sous silence. Malgré tout, le cardinal se sent super gêné. Dale a convaincu les prêtres de l'ignorer dans toute cette obscurité. En tant que mage de lumière, il a clairement choisi le pire endroit pour traîner et Nicolas, tout paniqué, dit qu'il s'inquiétait pour le gamin. Puis les entités, ça vous dérange si on grignote ces gens ? Dale répond, si vous avez mal au ventre après avoir bouffé des cochonneries, c'est votre problème. Nicolas pète un câble, il tente de se protéger par la prière, invoquant une déesse avatar pour le couvrir pendant que ses chevaliers se joignent à la séance de prière. Remonté à bloc, il fonce sur le protagoniste. On avait quand même un peu senti venir cette trahison. Les entités sombres restent tranquilles pour l'instant. Dale esquive des coups d'épée de plus en plus louches. Ses balles ténébreuses sont son recours défensif, mais il n'a encore touché aucun de ses chevaliers. Nicolas se sent encore plus gonflé à bloc en pensant que le gamin n'est que dans le 3e cercle. Pas moyen qu'il gagne. Dale est maintenant complètement encerclé et ça énerve sérieusement l'entité des ténèbres, la rendant hyper irritée. Après leur avoir dit de la boucler, le petit s'est métamorphosé en une créature horrible, mais en un clin d'œil, l'épée du chevalier trancha les tentacules. Le premier chevalier s'apprêtait à porter un coup mortel, puis il sentit que quelque chose clochait. Les ténèbres avaient englouti tous ses chevaliers. Nicolas paniqua et demanda ce qui s'était passé. Ce qu'il vit ensuite, c'était du cauchemar pur. Ces types étaient corrompus par les ondes sombres. L'obscurité se propageait et remodelait les corps des chevaliers. Tout ça à cause de cette minuscule entité. Ça faisait des lustres qu'elle n'avait pas senti un truc pareil. Elle attendait ça depuis des années, savourant chaque instant et utilisant ses tentacules pour absorber ses corps. Nicolas comprit que notre héros n'était pas un simple gamin de 11 ans. Le traité de prodige était insuffisant. Ce gamin dégage de sacrées vibrations sombres. Dale lui rappela que leur contrat les dégageait de toute responsabilité pour ce qui se passait ici, des mots choisis par le prêtre lui-même, maintenant en train de supplier pour sa vie. Dale se demandait ce que cet homme pouvait offrir pour continuer à respirer. Nicolas lui proposa une place de pouvoir, même le contrôle des forces de l'église. Tant que le protagoniste fixerait le prix, les cardinaux l'accepteraient. Notre garçon apprécia la volonté de vivre de cet homme, alors il dit vouloir tout ce que le type possédait. Voyant Nicolas hésiter, Dale dit qu'il faudrait refaire le contrat et que le cardinal n'y pourrait rien. Comme la bataille s'était terminée vite, l'entité dit s'être bien amusée avec le protagoniste. Elle appréciait aussi son monde intérieur. Elle y resterait donc pour lui. En regardant notre garçon, l'entité demanda s'il avait peur d'elle. Dale répondit non et le pensait, mais notre héros sait qu'on ne peut pas invoquer ce truc n'importe comment. C'est terriblement dangereux, un pouvoir qu'il ne peut pas maîtriser complètement. Pendant ce temps, l'entité attend une autre partie de plaisir et Dale promit que ça arriverait bientôt, ce qui la rendit heureuse. Peu à peu, son monde intérieur s'est estompé et notre garçon se retrouva de retour dans la bibliothèque. Dès qu'il quitta cet endroit, la bibliothèque de la mort, Dale obtint une forme de rédemption pour ses péchés et une cérémonie sacrée eut lieu. Notre héros n'était plus un vagabond en rentrant chez lui. Avec ses pouvoirs retrouvés, personne n'osa contrecarrer ses plans. Quelques mois plus tard, la vie dans le duché reprit son cours normal et Elmay apprend à Charlotte l'art de l'épée. La jeune fille a fait grimper son énergie intérieure, allant jusqu'à donner une aura à son épée, et tous les chevaliers étaient en effervescence. Même le capitaine était impressionné. À son âge, atteindre ce niveau, c'est dingue, mais la séance d'entraînement fut écourtée par l'arrivée du protagoniste, Nandou. Il a une faveur à demander à Charlotte. Voulait-elle jurer fidélité à la famille en tant que chevalier loyal ? À genoux devant le protagoniste, Charlotte prêta serment. Dale lui demanda si elle était prête à protéger les faibles et à mettre une raclée au mal. La jeune fille n'arrêtait pas de hocher la tête pendant qu'on l'adoube. Une fois la cérémonie terminée, il traînait tranquille. Et quand Dale lui demanda si elle était vraiment partante, elle répondit qu'elle était à fond et que ses talents à l'épée, franchement, déchirent.
Grâce à l'entraînement, elle a laissé tomber le sabre qu'elle portait avant. Changer de style a dû être dur, mais Charlotte a assuré comme une pro. Dale signala qu'un paquet d'orques se rassemblait dans l'ancien fief du roi démon. Ils sont menés par un orque balèze. Saxon part sur cette opération militaire et il veut que Charlotte l'accompagne. Ce sera sa première mission en tant que chevalière et elle a dit, complètement partante, qu'elle veut être l'épée qui protège le héros. Ces paroles l'ont carrément emballé. Saxon est en train de se concerter avec son équipe. Ils sont au courant de la horde de monstres. Et le gros souci, si ça déclenche une nouvelle vague de chaos barbare, c'est un oui retentissant, ce qui met tout le monde sur les nerfs. Quand le héros a aidé l'Empire pendant la guerre, on croyait la paix à portée de main, mais non. Des tas de seigneurs sont rappelés pour ce face-à-face militaire et ça promet d'être une bataille colossale comme jamais vue. Saxon a quelque chose à dire à son fils. Il est temps qu'il apprenne à lancer de la magie noire au combat, à manier les arts sombres comme un vrai nécromancien.